Bonus. Trax. Journal de bord du commandant second de la base spatiale Deep Space 57. Date stellaire 27042.1. Pour cette troisième transmission dédiée à la saga Star Trek au cinéma, nous allons retourner sur Genesis. Non. Pas ce Genesis-là. Ce Genesis. All that they've loved, all that they've fought for, all that they've stood for, will now be put to the test. Star Trek III, The Search for Spock. The word, sir? The word is no. I am therefore going anyway. You do this, you'll never sit in the captain's chair again. Engage auto systems. Clear all moorings. Cleared, sir. 1/4 impulse power. Someone is stealing the Enterprise. Warp speed. Klingon bird of bracer. She's arming torpedoes. Shields up. The shield's non-responsive. Fuck! We're a sitting duck. Join us on this, the final voyage of the Starship Enterprise. Star Trek III, The Search for Spock. The adventure continues. Alors désolé pour la vanne nulle de l'introduction et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Geeky et je suis ravi de vous accueillir à bord de ce podcast sur le film Star Trek 3 à la recherche de Spock. Podcast écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux subespace du coin pop. Après le succès critique et surtout commercial du deuxième film Star Trek La colère de Khan, pour lequel on vous renvoie à notre podcast précédent, la Paramount Pictures souhaitait mettre une suite en chantier très rapidement. Nicolas Meyer, le réalisateur du précédent film, ne souhaitait pas rempiler, toujours un peu vexé des quelques changements qui avaient été opérés sur La colère de Khan sans son aval à l'époque. Par contre, Leonard Nimoy, lui, acceptera d'endosser à nouveau son rôle de Spock, mais à la seule condition qu'il puisse également réaliser le film. Harvey Bennett avait déjà été chargé d'écrire le scénario de ce troisième film dès le premier jour d'exploitation dans les salles de cinéma de La colère de Khan. C'est dire la confiance du studio alors. Bennett et Nimoy décidèrent d'utiliser le dernier contact entre Spock et McCoy à la fin de La colère de Khan pour justifier la renaissance de Spock, la fameuse scène rajoutée à la hâte et dont on vous avait déjà parlé. L'idée du film était de revenir sur Genesis, pourtant Bennett n'aimait pas trop l'idée qu'il fallait avoir vu le film précédent pour comprendre ce film, mais se résolut à mettre la fin de La colère de Khan au début du film comme introduction pour dissiper son malaise. Le script est finalisé en seulement 6 semaines. Le budget de production est alors estimé à 16 millions de dollars, qui est certes supérieur de 4 millions à celui de La colère de Khan, mais bien loin des 35 millions du premier film. C'est carrément la moitié. Et comme les costumes et une partie des décors avaient déjà été construits pour le précédent film et donc déjà amortis, le budget supplémentaire fut surtout injecté dans les effets spéciaux. William Shatner était au départ assez gêné à l'idée d'être dirigé par Leonard Nimoy, mais a fini par apprécier le fait d'avoir pour réalisateur une personne qu'il connaissait bien. Mais tout ça, on en reparlera d'ici 2 podcasts. Pour les effets spéciaux, Nimoy et Bennett se tournèrent à nouveau vers ILM. Pour éviter les fuites, comme pour le précédent film, pour ce troisième opus, toute mention de la production du dit film fut supprimée des documents et le projet avait juste pour titre de travail 3, en français dans le texte. Le nom de Nimoy n'apparaissait même pas dans les listings de la production et toute mention de Spock était indiquée sous le nom de Nakluv, c'est-à-dire Vulcan à l'envers. Le film est sorti aux États-Unis le 1er juin 1984, la même semaine que des films cultes comme Indiana Jones et Le Temple Maudit, Gremlins ou Ghostbusters. C'était clairement une autre époque. À la recherche de Spock remboursa son budget rien que durant le week-end de sa sortie, mais les recettes chutèrent de près de moitié la semaine suivante, pour générer au final 76,5 millions de dollars de recettes aux États-Unis seulement, et 87 millions de recettes à travers le monde. Et pour en parler, je ne serai pas tout seul car je suis toujours avec mon équipage d'élite. Alors nous n'avons pas le capitaine Manu aujourd'hui car il est trop fatigué, il a été envoyé sur Risa. Donc pour le remplacer, on reçoit plutôt Cyril Michael. Salut Cyril Michael, comment ça va ? Eh ben très bien, ravi que l'agence d'intérim Telarit m'ait appelé pour venir seconder le capitaine absent. Ouais, alors on le rappelle, en fait tu es aussi un grand fan de Star Trek et tu as la chaîne de YouTube Star Trek Historia où tu explores le lore de Star Trek. Tu peux nous en dire 2 mots ?
Oui, tout à fait. C'est une chaîne où on va surtout parler de, comme tu le dis, du lore, de tout ce que les gens ne connaissent pas en dehors des films et des séries Star Trek, parce que souvent on s'arrête à, tu sais, aux films et aux séries. Donc je parle aussi du jeu vidéo, je parle aussi des livres, et on va un peu plus en profondeur sur certaines espèces qui sont à peine évoquées en fait dans Star Trek, quoi. On a aussi toujours avec nous, bien sûr, le Romulien Romain Brami. Salut tout le monde et ravi d'avoir un capitaine d'échange pour cette émission. Du coup, ça fait de toi le capitaine Jellico, j'imagine. En espérant que je finisse pas comme lui, oui. On a toujours, bien sûr, toujours avec nous, là aussi, la lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina, comment ça va ? Bonsoir à tous. Écoute, tout va bien. Voilà, il fait beau, il fait encore jour, donc voilà. Et bien sûr, qui nous a rejoint depuis quelques podcasts, déjà maintenant, c'est la cadette Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va bien et toi ? Bah oui, écoute, comme Marina, je suis contente qu'il fasse encore jour, c'est cool. Alors ce soir, bien sûr, on va parler de Star Trek 3, après avoir parlé des 2 films précédents. Toi, Cyril Michael, donc t'étais bien sûr pas avec nous dans les 2 podcasts précédents où on parlait des films Star Trek The Motion Picture et La Colère de Khan. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, comme ça nous fait un petit previously par rapport au podcast précédent ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? En fait, ça date un peu. C'est vrai que avec les yeux, quand on découvre ça, quand on est adolescent dans les années 2000, tu te dis je regarde un peu de la vieille SF. Mais après, c'est vrai que c'était intéressant sur le fait que c'est une série de films qui te donne l'impression de voir un long film de 5-6 heures, quoi. Tu vois, c'est Marvel, le MCU avant l'heure, un petit peu. Où en fait tu as plaisir à retrouver dans chaque opus les personnages qui n'ont pas pris 10-15 ans, des fois ils ont juste pris 2 jours, quoi. Et donc tu es vraiment dans quelque chose que tu sens qu'il y a une continuité dans l'histoire. Et c'est vraiment ce que j'avais apprécié à l'époque quand j'avais découvert Star Trek, les films. Alors donc l'histoire de Star Trek 3 fait bien sûr suite, c'est une suite directe à Star Trek 2, comme tu viens de le dire, c'est genre quasiment à la minute près. Donc afin de sauver l'équipage de l'Enterprise, Spock n'avait pas eu d'autre choix de se sacrifier et pourtant le capitaine Kirk est résolu à retrouver par tous les moyens son corps afin de le ramener sur sa planète natale, la planète donc Vulcain, parce que peut-être il y aurait un moyen de le ramener à la vie. Toi, Cyril Michael, comment est-ce que tu as découvert le film ? Alors, j'ai découvert le film parce qu'à l'époque, c'était diffusé souvent les étés sur RTL 9. Donc, ils diffusaient tous les Star Trek à la suite. Pareil. Tous les vendredis ou les samedis, je sais pas. Et vu qu'en plus, à l'époque, sur cette chaîne-là, RTL 9, on regardait le catch, souvent après, il y avait le film Star Trek. Ah non, moi, c'était pas pour le catch, mais oui. Bon, voilà. Et c'est un peu comme ça que je les ai découverts, moi, tu vois. J'avais mon moment de beaufitude, et puis après, un peu de science-fiction. Et c'est comme ça, c'est via RTL 9. Et puis tu comprenais que en fait les films se suivaient, donc tu te disais je vais regarder la semaine prochaine. Ça restait du spectacle, hein. Enfin c'est vraiment du divertissement là, les films. Et du coup ça avait donné envie de découvrir Star Trek qui pour moi à l'époque était que des séries. Alors et toi Romain Brami ? Moi je vais te faire la même réponse que je te fais à chaque fois que tu me poses la question, donc ça fait partie de mon vidéo club quand je séchais les cours de PS au collège et au lycée. Donc plutôt au milieu des années 90, c'est peut-être pour ça que j'ai moins eu le choc culturel d'un point de vue effets spéciaux, etc., qu'ont pu ressentir d'autres personnes. Et je me rappelle d'avoir passé un bon moment parce qu'en effet, on rentrait dans ce Star Trek épisodique, hein, donc c'est vrai qu'au premier visionnage, j'avais même pas tellement fait une différence, si tu veux, entre Star Trek 2 et Star Trek 3, tellement j'avais l'impression que c'était une histoire qui se continuait. Après, avec les années passant, j'ai bien vu la différence entre les 2 films et des comparaisons qui sont pas forcément favorables d'ailleurs à Star Trek 3. Mais à l'époque, le tout me semblait bien cohérent et j'avais passé un excellent moment. Et toi, Marina, donc tu l'as découvert sur une chaîne allemande ? Voilà, moi c'était en allemand, je les voyais, c'était avec un doublage qui ne me choquait absolument pas, qui est bien meilleur que le doublage français, soit dit en passant. Parce que quand j'ai revu la version française là, de l'épisode 3, j'ai cru m'étrangler plusieurs fois. Et donc moi c'est en allemand et voilà, moi j'étais pas du tout choquée, moi je voyais ça avec mes yeux d'enfant et puis surtout Ah oui, alors petit détail croustillant, mes parents ne me laissaient pas forcément tout le temps regarder la télé, donc c'était vraiment, j'avais la volonté de regarder Star Trek, c'était vraiment ce que je recherchais. Et surtout, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y avait cette histoire de temps qui passait, que je découvrais et qui me rendait extrêmement nostalgique, et le fait que Kirk vieillissait par rapport à la série télé que j'avais découvert dans les années 80. Et à l'époque, bien sûr, avec mes yeux d'enfant, n'en parlant même pas, je situais même pas cette série dans les années 60.
Il fallait surtout pas compter sur mes parents pour aller se renseigner sur la date de diffusion et tout. Pour moi, c'était le temps, quoi. Et puis alors, je regardais Temps X en parallèle. Donc, en fait, j'ai vécu mon enfance avec des effets spéciaux totalement cheap. Et pour moi, ça ne me choquait pas. Donc voilà, c'était à l'époque, c'était un plaisir. Et j'en reparlerai tout à l'heure parce que il y a un grand débat entre le 1, le 2, le 3. Et en fait, j'ai un avis assez tranché là-dessus depuis que j'ai revu l'épisode 3 hier soir. Ok, et toi Marie-Paul, toi tu l'as découvert pour la première fois seulement hier soir. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Tout à fait. Alors du coup, vous teasez tellement que j'ose même plus donner mon avis parce que je suis complètement... Je me dis, est-ce que j'aime pas, je sais plus, je suis un peu paumée. Bon, j'ai pas trouvé ça si pire finalement. Bon, évidemment, en fait, si en y réfléchissant, un des castings du méchant m'a fait rigoler par moment. J'avoue, là, il y a une scène sur la planète entre le méchant et Kirk que j'ai quand même rigolé. Malheureusement, c'était pas très bien. J'ai bien ri aussi quand il crie au ciel de le téléporter sur le vaisseau, de crier dans son transpondeur, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Mais finalement, en vrai, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je trouvais que ça avançait bien. J'ai trouvé que c'était pas forcément très bien réalisé. Par contre, il y avait des plans qui étaient vraiment pas foufou. Mais tu sentais que c'était vraiment son tout premier film. C'était des passages hyper basiques. Je suis pas une pointure en réalisation, mais enfin même moi, je me suis dit oula. En réalisation, mais aussi en direction d'acteur, je pense. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a un notamment qui joue l'antagonisme, qui me semble être un petit peu en roue libre, et c'est Christopher Lloyd qui joue donc le Klingon Krudge, et dont Romain va vous présenter l'acteur via une petite filmographie de Christopher Lloyd donc. Christopher Lloyd, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le connaît, puisque c'est le Doc Brown de Retour à le futur. C'est aussi l'oncle Fester moi ça m'a beaucoup marqué, l'oncle Fester de Addams Family, et le méchant, alors je connais plus son nom, mais le méchant de Roger Rabbit aussi, qui était un méchant qui, moi, je pense qu'on se souvient tous de la trompette qui m'avait traumatisé quand j'étais pas si petit d'ailleurs. Il y a 2-3 éléments qui m'avaient quand même échappé et je pense qu'ils ont échappé à 99,9% des Français. C'est qu'en fait, quand Christopher Lloyd fait... alors déjà, il est bon de le rappeler parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Star Trek 3 sort avant Retour à le futur, donc on pourrait croire qu'il n'est pas très connu quand il fait Star Trek 3. Mais il s'avère qu'il était certainement totalement inconnu en France, mais il était déjà extrêmement connu aux États-Unis, puisque Christopher Lloyd avait joué dans un sitcom qui est absolument mythique aux États-Unis, qui s'appelle Taxi. Taxi, c'est un sitcom qui, je crois, dommage que Roman Gita ne soit pas là, je crois qu'il n'a jamais été diffusé en France, à ma connaissance, et pourtant, aux États-Unis, c'est vraiment considéré comme un pilier de la comédie américaine, et probablement comme un tournant de la comédie américaine. Si tu te dis qu'à gauche, il y a par exemple I Love Lucy ou Ma sorcière bien-aimée qu'on a connu en France, et à droite des Friends, des Seinfeld, etc., tout ça, c'est des sitcoms qu'on a vu en France. L'élément manquant, l'élément qui rassemble ces deux époques, c'est Taxi. Taxi, c'est un sitcom qui commence à la fin des années 70, donc qui est assez tôt, c'est beaucoup plus tôt que Friends et Seinfeld évidemment. Et pourtant, c'est un sitcom qui va vraiment commencer à évoquer des sujets qui sont beaucoup plus noirs, beaucoup plus sombres que d'autres sitcoms qui étaient apparus auparavant. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que Christopher Lloyd, dans Taxi, il interprète le rôle du révérend Ignatowski, il s'appelle Jim Ignatowski, et en fait, il joue le rôle d'un ancien hippie qui ne l'est plus, mais qui a été complètement drogué et qui a des grosses séquelles, enfin clairement, il est complètement dans les vapes 99% du temps. Et c'est traité avec humour mais avec sérieux en même temps, c'est-à-dire qu'à travers son personnage, et c'est le cas de tous les personnages dans Taxi, à travers son personnage de manière humoristique, on va traiter des sujets qui eux ne le sont pas, des sujets graves, et quand on va parler de la drogue par exemple à travers Ignatowski, c'est à travers Christopher Lloyd qu'on va le faire, et ça va être fait avec un ton assez grave et assez sérieux, et c'est quelque chose qui te prend un peu au trip, qui te prend au cœur. Moi j'ai vu Taxi pour la première fois de ma vie l'année dernière, je vous le conseille vraiment. C'est un sitcom qui vieillit pas. Moi, je trouve qu'il vieillit vraiment pas ou peu. Et c'est extraordinaire, ce sitcom. Voilà, vous riez, vous pleurez. C'est vraiment, je trouve... J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que j'avais attribuées à d'autres sitcoms comme étant extrêmement novateurs. Je pense beaucoup à Seinfeld en disant ça, qui, en fait, sont apparus pour la première fois dans Taxi. Et par exemple, le personnage de Kramer dans Star Trek, c'est, à mes yeux, c'est quasiment une évolution de Ignatowski dans Taxi. C'est quasiment un Ignatowski 2.0.
Donc voilà, tout ça pour dire, si vous avez... Tu veux dire Seinfeld? Oui, Seinfeld, pardon. Donc si vous n'avez pas vu Taxi, essayez de le regarder. Je sais pas si c'est regardable en France, mais essayez de le regarder. Et bref, tout ça pour dire que quand, en 84, Leonard Nimoy contacte son ami, ce que je ne savais pas d'ailleurs, son ami Christopher Lloyd pour jouer dans Star Trek 3, Christopher Lloyd est déjà une méga star aux États-Unis. Il a déjà remporté un Emmy Award et son personnage est extrêmement connu. Taxi, pour vous donner des exemples, d'autres acteurs qui ont joué dans Taxi, qui ont commencé dans Taxi et qui ont explosé dans Taxi, Danny DeVito, Andy Kaufman, Tony Danza et donc Christopher Lloyd. Donc c'est pour vous dire qu'on était quand même on était en bonne compagnie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour Christopher Lloyd. Depuis Roger Rabbit, qui commence à remonter à quelques années maintenant, il a plus fait grand chose. Il a fait beaucoup de choses, mais rien qui a, à mon avis, vraiment marqué les esprits. Il a fait des petits réunions avec Michael J. Fox de Retour vers le futur, etc., etc. Il a fait 2-3 guests comme ça, mais je pense que sa carrière s'est un peu arrêtée en même temps que Roger Rabbit. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur, hein, c'est un très vieux monsieur. J'ai pas son âge sous les yeux d'ailleurs, mais je pense qu'il a 82. Voilà, 82 ans, donc c'est un vieux monsieur. Moi, je l'ai vu en interview récemment. Bon, il est encore très amusant, mais enfin, c'est un vieux monsieur aujourd'hui. Mais c'est quand même une carrière extraordinaire. C'est une carrière aussi. La dernière chose que je voulais dire, que j'ai un petit peu oublié de dire, il est beaucoup associé à des rôles de personnages excentriques, un peu fous. Donc, je vous ai dit le Ignatowski. Son personnage de Klingon est assez excentrique également. Évidemment, le Dr. Brown. Et ce qui est intéressant, c'est que son tout premier rôle, il jouait le rôle d'un fou dans Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975, un autre chef-d'œuvre du cinéma. Donc voilà, un acteur qu'on associe toujours un peu à des rôles d'excentrique, voire de fou complet. Pour info, il est à l'affiche actuellement d'un film avec William Shatner, qui s'appelle Senior Moment. Ouais, exact, ouais. C'est deux très vieilles personnes qui partent en vadrouille. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air pas si mal. Hein. C'est pour une plateforme de streaming aux États-Unis, non, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça sort pas aussi, enfin, plus rien ne sort au cinéma, vous me direz, mais je crois que c'est un direct ou vidéo, ça sort pas au cinéma. Alors, attends, je suis sur Allociné, je vais te dire ça tout de suite. Et c'est le juge de mort, son personnage dans Roger Rabbit. Le juge de mort. Et d'ailleurs, je sais pas si, en attendant qu'il fasse ses recherches, tu as parlé de jeux vidéo plutôt en parlant de Star Trek. Il avait joué dans un jeu vidéo filmé aussi, je sais pas si tu te rappelles, Christopher Lloyd, avec Michael J. Fox, si je dis pas de bêtises, qui était assez hallucinant. Non, pas avec Michael J. Fox, mais c'était un truc un peu à la Roger Rabbit avec des personnages de dessins animés qui rencontraient des personnages live, etc. Je crois que ça s'appelait Toonstruck ou un truc comme ça. Ouais, peut-être ça me dit quelque chose. Et puis pour info, il faisait aussi il donnait la réplique à Macaulay Culkin dans Richard au pays des livres magiques. D'accord. Non, ça vous parle pas, mais oui, voilà. Je me rappelle mais de nom. Si, dans les années 90. Mais et tu parlais de réunion avec Michael J. Fox. Il a joué dans un épisode de la série de Michael J. Fox à la mairie. Oui, c'est ça, ouais, Spin City. Ouais. Et ça, j'avais vu l'épisode. Et c'est franchement l'alchimie entre les deux, elle est quand même géniale. Hein. Alors le film en question avec Christopher Lloyd et William Shatner s'appelle Senior Moment, donc un moment de vieux. Je sais pas comment traduire ça. Et a priori, ça sortirait quand même au cinéma. Ça a pas l'air d'être sur une plateforme. Bon, après au cinéma, c'est vite dit. Hein. On sait pas si ça va vraiment sortir chez nous, quoi. Hein, évidemment, ça sera directement. Malgré tout sur une plateforme ou sur une chaîne ou en DVD, quoi. Ah si, le pauvre, il a fait un pauvre caméo dans Piranha 3DD. Il a fait pas mal dans des nanars, il fait souvent, il pointe le bout de son... C'est ce que je disais dans la bio, c'est qu'il a fait beaucoup d'apparitions, de machins, de trucs, mais enfin, pour moi, à mes yeux, depuis Roger Rabbit, c'est un peu... La famille Adams, quand même. Ah, c'est plus récent, la famille Adams que les années 90, ouais. C'est 92, les valeurs de la famille Adams, si je me trompe pas. Il était excellent, c'était vraiment un excellent Oncle Fester, je trouvais. Et donc, maintenant, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler. Red alert! Astrocroiseur Enterprise, livre de bord personnel du commandant. La plupart des avaries causées par les combats ont été réparées et nous sommes presque chez nous. Pourtant, j'éprouve un malaise. Et je me demande pourquoi. Peut-être est-ce parce que ce grand vaisseau est vide. Nombre de nos stagiaires ont reçu de nouvelles affectations. Le lieutenant Savick et mon fils David sont en train d'explorer la planète Genesis que ce dernier a contribué à créer. Et l'Enterprise est comme une maison que ses enfants auraient quittée. Non. Le vide est bien plus grand. La mort de Spock est pour moi une blessure toujours ouverte. Comme si j'avais laissé la plus noble part de moi-même là-bas, sur cette planète qui vient de naître.
Donc on a le film qui s'ouvre sur une scène flashback du précédent film, car comme on l'a évoqué plusieurs fois déjà, et effectivement Star Trek 3 est une suite directe, mais genre à la minute près de ce qui s'est passé. Donc là, pour les personnes qui n'auraient pas vu Star Trek 2, ça permet une petite remise en contexte. Donc on a une petite scène, la scène de la mort de Spock, qui est minuscule et qui s'agrandit au fur et à mesure. Et après, on a la fameuse scène, entre guillemets, d'enterrement, le salut aux morts. D'ailleurs, on ne l'avait pas précisé dans le podcast de la semaine dernière, mais Scotty jouait de la cornemuse, et c'était une idée de James Doohan. Sauf qu'ici, la cornemuse, on ne l'entend pas. La scène est forcément beaucoup plus courte. Il y a forcément Saavik qui est coupé, et aussi Carol Marcus et beaucoup d'autres choses, donc ça va beaucoup plus vite. Et on voit quand même l'envoi de la dépouille de Spock dans l'espace, et avec donc bien sûr Spock, la voix de Leonard Nimoy qui reprend la fameuse catchphrase de Star Trek. L'espace, la dernière frontière, où se succèdent les voyages de l'astro-croiseur Enterprise, dont la mission est d'explorer d'étranges mondes inconnus, de rechercher de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations, de pénétrer hardiment des domaines où nul homme, nul terrien n'est encore allé. Donc après, on a le magnifique générique de James Horner qui est un peu une reprise de ce qu'on avait déjà entendu dans Star Trek 2. D'ailleurs, toute la composition musicale qui va nous servir, c'est un peu des reprises, des continuations, une bonne prolongation, ce qui fait qu'effectivement Star Trek 2, Star Trek 3, effectivement ça marche vraiment comme un très bon diptyque, et la musique permet de lier tout ça. Et on a la vraie première scène donc du film qui est le journal de bord de l'amiral Kirk, qui comme dans la série classique et la série de la nouvelle génération, où les séquences de journal de bord du capitaine, ça permettait de résumer aux spectateurs les éléments importants de ce qui avait précédé. Et à la télévision, bien sûr c'était après chaque coupure publicité. Et ici, ça va nous permettre d'avoir exactement la même utilité, mais pour nous résumer le statu quo suite au film précédent. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, déjà, de cette intro résumée du film ? Cyril Michael, toi, comme t'es nouveau. Tout de suite. Allez, vas-y. Non, écoute, forcément cool. En plus, il y a un jeu assez sympa sur les cadrages. Cadrage, comme tu dis, qui arrête pas de changer au début, qui, quand tu connais pas l'univers, t'es en train de te demander ce qui se passe dans ta télé. Donc tu es captivé par l'histoire parce que tu vois, tu es dans ce qu'on appelle un in media res. Tu es déjà dans une histoire qui a un passé et tu es en plein milieu. Et puis en même temps, il y a des choses qui se passent, donc tu as ton attention qui est captée à tous les niveaux. Ce petit effet de réalisation est assez cool. Tout à l'heure, je me refaisais la remarque parce que je l'ai maté 1 heure avant qu'on commence l'émission. Et j'avais trouvé aussi... Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais sur la version française, il dit pas mal de choses bizarres par rapport à la version anglaise. La version anglaise, notamment, la phrase de départ, l'espace, l'ultime frontière, est plutôt respectée, alors que sur la version française, il rajoute des choses, et notamment le mot terrien, là où aucun terrien, enfin où aucun homme n'est jamais allé, aucun terrien n'est jamais allé, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait tiquer tout à l'heure, bref, c'est le petit détail. Mais sur le fond, c'est prenant, quoi. C'est tout de suite prenant, t'es tout de suite dans une histoire. Et tu comprends que t'es dans une suite réelle, quoi. C'est pas un film qui pourrait être regardé à part. Pour revenir sur le doublage vite fait, Spock cette fois-ci n'est pas doublé par Robert Party mais par Michel Bardinet. Sans doute parce que finalement Spock il est vraiment très très peu présent dans le film, et puis pour les 3 tirades qu'il y avait, ils ont pris un autre comédien, ou peut-être que l'autre n'a pas voulu ou n'était pas disponible, on ne sait pas. Alors toi Marie-Paul, qu'est-ce que t'en as pensé de cette intro ? Assez prenante effectivement, cette espèce de mélange de cadrage et surtout de passage du noir, d'un espèce de sépia bleu à changement de couleur. On arrive au moment où l'image revient en full écran, la couleur en quadrichromie. C'est bien, ça fait effectivement, ça montre bien la suite, ça montre bien ça te happe tout de suite. Ça te remémore la scène des fois que tu l'as oubliée parce qu'elle n'était pas assez mythique effectivement dans le film précédent. Mais je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour le film ? Je sais pas, mais en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Moi je pense que c'est quand même nécessaire pour les gens qui bien sûr n'ont pas vu le film précédent, mais rien que pour nous, même qui avons vu Star Trek 2, ça permet de remettre vraiment directement dans l'ambiance et d'être complètement dedans, quoi. Moi, j'ai toujours trouvé justement que ça a accentué. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment dire que quand ils font des séries et quand ils viennent du cinéma, ils disent « Ah non, mais moi, ma série, c'est pas une série, c'est un long film de cinéma. » Oui. Et c'est ce qui est probablement la phrase qui m'énerve le plus au monde. Et je trouve que Star Trek, lui, a totalement, à partir de Star Trek 2 et 3, assume totalement le fait que eux, ils veulent faire de la série au cinéma. Donc c'est la démarche totalement inverse.
Et finalement, démarrer le film par un Previously On, je trouve que tu rentrais vraiment dans cet univers télévisé transposé au cinéma. Et la comparaison qui a été faite souvent et que tu as refaite juste avant avec le Marvel Cinematic Universe aujourd'hui, il y a clairement de ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs je crois que Kevin Feige a très souvent cité Star Trek, ça a été un petit peu la première fois qu'on avait un tel niveau de continuité, à ma connaissance en tout cas, entre des films de cinéma. Et moi c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans cette trilogie Star Trek 2, 3 et 4. Ouais, cette trilogie informelle, ouais, t'as raison, et qui va d'ailleurs, qui court quand même sur les 6 films malgré tout, parce que bien sûr du foreshadowing, il y en aura encore beaucoup. Ouais, alors moi je vais aller un peu à contre-courant de tout le monde, mais en fait quand j'ai vu ça, déjà je me rappelais plus que ça commençait comme ça, et en fait tout de suite ça m'a fait penser à justement le côté feuilletonnant. Et j'ai été déçue que ce soit pas du cinéma, parce que là pour le coup moi ça m'a déçue que ça commence comme ça. Et en fait je trouve que ça donne le ton du reste du film, c'est-à-dire c'est plus du cinéma, c'est plus Star Trek 1. C'est plus un film avec une ambition, et en fait c'est un côté feuilletonnant que j'adore dans la série, mais au cinéma j'attends autre chose, et surtout avec la manière dont c'est réalisé en fait. Moi je suis déçue par l'exécution, par le côté cheap que moi je retrouve dans tout le film. C'est pas que j'aime pas le côté feuilletonnant, j'adore le côté feuilletonnant de la Guerre des Étoiles, j'adore que l'Empire contre-attaque commence par épisode 5 alors que avant on était encore... C'était le premier film. Donc, en fait, là, je trouve qu'au niveau de l'exécution, c'est un peu maladroit, un peu cheap. Moi, j'étais un peu déçue par cette intro. Désolée d'être à contre-courant de tout le monde. Non, mais t'as tout à fait le droit d'avoir ton avis. C'est simplement que moi, je me dis, comme je le dis dans mon intro, il faut se remettre aussi à la place et dans le contexte. À l'époque, les vidéoclubs n'étaient pas autant développés, et le replay, forcément, encore moins. Donc du coup, il y avait forcément un public conséquent qui allait voir Star Trek 3 sans avoir vu le 2. Donc je pense que c'était une manière, alors peut-être pas forcément très élégante d'un point de vue cinématographique, mais qui est quand même raccord avec l'ADN d'origine de Star Trek, qui est donc la télévision. Donc pour moi, c'est un compromis qui me semble tout à fait pertinent. Et puis, si je peux me permettre, Star Trek, là, les films dont on parle, ça n'a jamais été fait pour être au cinéma. Hein. Ça a été fait par dépit parce qu'il y avait Star Wars en face. Des fois, qu'il y a un peu un relance sériel, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais en fait, je trouve qu'au niveau de la production et de la réalisation, le premier avait vraiment de l'ambition. Alors, on en a beaucoup parlé parce qu'on n'était pas tous d'accord, et puis au niveau du scope et de l'ampleur et de la réalisation, mais je trouve que le premier avait une vraie ambition de faire du cinéma. Alors, peut-être qu'il est boursouflé, qu'il se prend très au sérieux et tout ça, mais j'aime bien cette ambition et que je retrouve pas là en fait. Là, ce qui m'a déçu, c'est moi, je résume mon sentiment, c'est cheap quoi. C'est tout. Ce que tu reproches au film, s'il avait été plus réussi dans sa réalisation, peut-être que simplement tes griefs, tu les aurais passés sous silence. Simplement le film en lui-même, il faut dire la vérité, le film il est pas très bien réalisé. Comme Nimoy, il est au niveau de la réalisation, il y a du montage, il y a quand même pas mal de trucs qui fonctionnent moyennement. Et pareil pour la direction d'acteur, il y a quand même plein de trucs qui sont en roue libre. Il apprend le métier de réalisateur. Là, Leonard Nimoy. Ce que dit Marina, c'est une quasi-évidence qu'on passe d'un truc ultra épique qui est Star Trek 1, enfin avec une volonté, hein, après oui, une volonté individuelle est différent, mais une volonté de faire quelque chose d'épique et de grandiose qui est Star Trek 1, et Star Trek 3 qui est quand même qui fait un peu plus en effet quasi sur certains plans direct ou vidéo, mais c'est aussi un peu l'histoire des films Star Trek au cinéma, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que quand ils ont fait Star Trek 1, ils ont dépensé beaucoup d'argent et que ça en a ramené assez peu. Quand ils ont fait Star Trek 2, ils ont dépensé beaucoup moins d'argent, ils en ont ramené autant. Donc après, tu comprends que te dire finalement entre faire quelque chose un produit très rentable mais qui coûte pas très cher, ou en faire un très épique mais qui finalement sera pas très rentable, et ils choisiront toujours la première option à Hollywood. Hein. Et c'est marrant parce que ça reste quand même une malédiction associée au film Star Trek qui perdure. Hein, parce que quand on a voulu remettre du grandiose dans Star Trek, alors on peut critiquer, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais quand on a voulu remettre du grandiose dans Star Trek avec J.J. Abrams qui a repris la franchise et les nouveaux Star Trek 1, 2, 3, il y a eu exactement le même effet, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé énormément d'argent et que finalement il y a un plafond de verre pour les films Star Trek qui est quand même assez bas, qu'on le veuille ou non. Moi ça me désole, par exemple le premier Star Trek de Abrams, je trouve qu'il envoyait bien la sauce. Mais le plafond de verre est bas chez Star Trek, c'est pas Star Wars, c'est pas Marvel, tu fais pas 1 milliard au box-office international avec un seul film Star Trek, et du coup c'est vrai que Star Trek a développé ce côté un peu pépère au cinéma, mais
est-ce que finalement c'était une trahison par rapport à une série télévisée qui est devenue un film, ou est-ce qu'au contraire ça nous a permis de revenir aux racines de la série elle-même? Moi j'ai toujours vu plutôt ça comme ça. Je trouve que Star Trek 2 et même Star Trek 3 et 4 sont plus fidèles à la série, à l'esprit de la série, que ne l'était Star Trek 1. Tu as raison là-dessus. C'est juste que voilà, je parlais juste d'un point de vue film cinématographique. Tu vois, c'est autant j'adore la série, et la série je la défendrai toujours bec et ongle, hein. Et je parle de la série des années 60 avec ses effets spéciaux cheap et tout, mais je l'adore cette série, et vraiment je la prends très au premier degré, j'adore. Enfin, il y a plein d'épisodes que je vénère littéralement. Mais là, pour le cinéma, j'ai bien aimé l'ambition du premier. Et en le revoyant il y a un mois maintenant, pour ces podcasts, honnêtement, je savais qu'il avait été critiqué, je savais qu'il avait été descendu par la critique. Je suis d'accord avec ce que dit Romain, pour le côté feuilletonnant et voilà, le côté qui revient peut-être aux racines de la série. Mais j'aimais bien cette ambition du premier. Voilà, c'est... Pour aller dans le sens de Marina, juste un dernier petit mot. 84 au cinéma, c'est quand même une année où t'as Ghostbusters qui sort, Indiana Jones et le Temple Maudit, les Gremlins. Enfin, c'est quand même des grandes années du cinéma de science-fiction. Et c'est vrai que quand moi, honnêtement, je m'amuse plus devant Star Trek 2 que devant les Gremlins, typiquement. Mais... devant Star Trek 3, pardon, que devant les Gremlins. Mais c'est vrai que ça fait... faut admettre que ça fait un petit peu cheapos à côté. C'est pas honteux de le dire, hein. Ça fait un peu cheapos. Le côté cheap, parce que ça, on va le revoir après quand les scènes suivantes avec quand même des effets spéciaux qui envoient quand même le bois, quoi. Le problème, c'est simplement pour moi la réalisation. C'est Leonard Nimoy, il a voulu être réalisateur. Il a accepté de revenir seulement à la condition de réaliser le film, et sauf que le mec il avait pas les épaules, il avait pas encore le savoir-faire, en tout cas pour réaliser ce film là. Et le problème il est pas du fait que ce soit cheap, parce que finalement le budget il était supérieur au film précédent, et en plus de ça ils ont pu récupérer des choses du film précédent, ce qui n'était pas le cas pour The Motion Picture. Donc du coup, ils avaient quand même un budget qui était quand même pas si dégueu que ça. Ils avaient des moyens pas si dégueux. C'est simplement que Leonard Nimoy, ça l'a pas fait, quoi. Et après, vous parlez des critiques. C'est là je regardais la fiche Wikipédia qui parlait des critiques. Ils ont pris corps et fait que le film n'avait pas une ambition de révolutionner la SF, et qui parlait des rapports humains. Et justement du fait que les choses vieillissaient, qu'elles étaient plus adaptées. Quand vous lisez un peu les critiques de l'époque, elles sont pas dures sur le film. Ouais, c'est plutôt. Il y a eu des récompenses aussi. Il a eu un Saturn Award, je crois. Et un Hugo Award aussi, je crois. Ouais, donc c'est pas si dégueu. Et quand tu dis que le film est pas cheap, c'est du cheap à la hollywoodienne, hein, mais quand même, je t'ai cité 3 films. Alors je les connais pas de tête, hein, je fais des recherches pendant qu'on se parle, je vais pas prétendre savoir tout ça de tête. Mais pour donner un indicateur, Star Trek 3 a coûté $16 millions. Ghostbusters, qui était également un pari, qui n'était pas un blockbuster, enfin c'était pas un énorme blockbuster à l'époque, on a coûté 30 quand même, si tu veux. Et Indiana Jones en a coûté 30 également. Donc tu vois quand même qu'on est dans la division, en termes de budget, je parle que de budget, mais on est quand même dans une certaine division 2, quand même, à partir de Star Trek 2 et de Star Trek 3. Et c'est un choix volontaire de la Paramount. Ouais, mais pour revenir quand même sur ce que je disais, c'est que ils ont récupéré des décors qui étaient amortis de Star Trek 2, des costumes, des effets spéciaux aussi, ce qui n'était pas le cas des Gremlins, de Indiana Jones, etc. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte quand tu veux parler de budget. Si on accumulait tout ça, peut-être ça ferait pas 30 millions, mais en tout cas ça en fait plus que 16, ça c'est sûr et certain. Oui, et puis ces films, je sais pas si vous les avez revus, mais ils font quand même un peu cheapos aussi, quand même. Ils font pas beaucoup moins cheap que Star Trek 3, ça c'est clair. Au niveau des effets spéciaux, j'entends. Je les adore par nostalgie, etc. Mais en vrai, quand tu les revois, t'as les yeux qui saignent. Et c'est même l'inverse, le Star Trek 3 tient plutôt la dragée haute au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt impressionnant. Mais ça, on va en reparler pour certaines scènes en particulier qui arriveront bientôt. Mais d'abord, concentrons-nous donc sur le début. Donc on a l'Enterprise qui est réparée malgré les cicatrices toujours présentes du combat avec Khan. Alors là j'avais mis noté une petite remarque pour Manu par rapport à Stargate, parce qu'on a un Goa'uld qui demande si une réception les attend au spatiodoc où ils vont se rendre, parce que c'est l'acteur qui joue donc à un Goa'uld dans Stargate, donc il est pas là. Un petit clin d'œil au capitaine. Donc ensuite on a la première apparition des Klingons, donc avec le commandeur Krudge. Alors il faut savoir qu'à l'origine c'était les Romuliens qui auraient dû être les antagonistes de ce film, mais Leonard Nimoy et la Paramount ils ont préféré plutôt les Klingons, et moi je trouve que c'est un bon choix. Et puis surtout, la recherche de Genesis par les Klingons, elle est vraiment à mettre en parallèle avec la recherche de l'armement nucléaire effectuée par l'URSS. Et comme on a toujours dit qu'effectivement, les Klingons, c'était un peu une sorte de métaphore de l'ex-URSS,
bah ça fonctionnait plutôt bien. Et puis c'est pas le premier le renouvellement du maquillage pour les Klingons? Bah non, parce qu'il avait déjà été revu dans le premier film, parce qu'il y a une scène avec eux. Mais par contre, oui, effectivement, alors ça, le maquillage, on va en parler. Christopher Lloyd, moi, je le trouve pas bon dans le rôle de Crudge. J'adhère pas parce que, il a une façon de jouer le personnage et ça a été une sorte ils ont essayé de poser ce personnage-là peut-être un peu comme un maître étalon pour la suite des Klingons, mais j'ai jamais trouvé qu'il était dedans. Et surtout, moi, il y a aussi un détail que je trouve parfaitement horripilant, c'est au niveau des maquillages. Je sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau des sourcils, ça va pas du tout, quoi. Ça se voit trop que c'est du maquillage. Et là, pour le coup, effectivement, ça fait vraiment cheap. C'est surtout le chien à côté. Ah oui, non, mais le chien. Oh, quelle horreur. Oh, le truc. Mais le truc, mais qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi? Qui s'est dit, c'est une super idée, on va le mettre là, ça va faire... Si, c'est pour l'effet dramatique. Après, ça a toujours été un énorme défaut de Star Trek qui est corrigé actuellement sur Discovery, c'est le bestiaire. Le bestiaire et l'écosystème. Peut-être qu'à l'époque, ils ont essayé en se disant, ouais, dans Star Trek, dans Star Wars, il y a des bestioles toutes les 10 minutes. Non, mais c'est pour qu'il soit encore plus méchant quand... Oh non, il lui fait un petit câlin quand il oui, non, mais quand ça se passe mal. Oui, mais justement, il devient encore plus méchant. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à la première scène, version française, ils parlent comme des demeurés. Oui, on dirait des débiles, ouais, c'est vrai. C'est horrible. Tu sens que le réalisateur de la voix off savait pas du tout ce qu'il devait faire avec ça. Enfin, du doublage, pardon. Oui. Alors que sur la version anglaise, tu comprends que tantôt il parle, ça aussi c'est bizarre, tantôt il parle Klingon, tantôt il parle anglais, quoi. Non, mais c'est le problème, c'est que c'est un Klingon et on s'attend à avoir un chef vraiment. Enfin, ça, c'est des Klingons, ils sont pas sympas, ils font la gueule tout le temps, ils parlent une langue qui est hyper dure. Tu t'attends à avoir quand même un mec qui a une prestance un peu comme Khan l'avait dans le deuxième film, et là tu te retrouves avec. J'adore Christopher Lloyd. Mais je voyais Doc Brown au début. Après, j'ai réussi à passer outre, mais les premières scènes, j'arrivais pas. Le maquillage était trop mal fait pour ne pas le voir lui, quoi. C'est marrant que tu dis ça, Marie-Paul, parce que c'était une question que je me posais pendant que vous parliez du maquillage. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que c'est peut-être le méchant Klingon qui est devenu le plus célèbre en tant qu'acteur individuel? Et que du coup on cherche Doc Brown parce qu'on l'aime, Doc Brown, alors que quand tu vois d'autres acteurs qui interprètent des Klingons, tu te poses beaucoup moins cette question, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu verrais un acteur très 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 connu être déguisé comme ça te choquerait beaucoup plus que finalement un nobody où tu cherches moins son visage. Il est peut-être très expressif du visage aussi, et du coup c'est ça surtout, je pense, qui m'a fait tiquer, parce que sinon en vrai quand il est un peu plus effacé, tu l'oublies, quoi. Pour moi c'est pas du tout ça en termes pour le maquillage. Alors pour le jeu, moi je trouve qu'il y a une direction d'acteur qui est complètement aux fraises, avec Christopher Lloyd. Je crois qu'il ne sait pas du tout le gérer, Nimoy. Et encore une fois, cette nouvelle mouture de Klingon, on les avait vus que 2 minutes dans le premier film. Donc là, il y avait tout à faire, il y avait tout à inventer, tout à réinventer par rapport à la série classique, parce qu'effectivement, on est très loin de la série classique à ce moment-là. Non, mais par rapport au maquillage, non, parce que c'est pas que Christopher Lloyd, le problème c'est que même sur les autres, dès qu'on est en gros plan, t'as des espèces de sourcils, les poils ils partent dans tous les sens, et puis on voit le maquillage, quoi. Si tu regardes un petit peu, c'est sur les gros plans, c'est très flagrant, c'est super mal fait. Alors on peut pas trop juger des maquillages du premier film parce que les personnages n'étaient pas montrés autant en gros plan, et en plus de ça ils étaient dans la pénombre, donc ça cachait bien. Mais par contre, moi qui ai revu Star Trek 4 juste derrière, on voit que au niveau des maquillages, par contre, sur les Klingons, il y a un vrai level up, quoi. Et donc Star Trek 3, je pense que les mecs ils tâtonnaient, ils essayaient. Puis pour appuyer ce que tu dis, Christopher Lloyd, il brille, hein, il suinte tout le long du film. Ouais, carrément. Ça brille. Enfin, la pauvre maquilleuse, elle a dû pleurer à chaque fois, quoi. Pareil pour les décors. Je sais pas si on en parle sur cette scène, mais cette passerelle exiguë, t'as l'impression que c'est tourné dans un petit KGB derrière le studio, quoi. Alors, un espace exigu dans un vaisseau spatial, moi, ça m'a paru toujours réaliste. Hein. Surtout qu'il est pas très grand par rapport à l'Enterprise, par exemple. Après, pour ceux qui avaient suivi la série, à chaque fois qu'ils allaient dans un des sets, ils y vont arriver à un moment dans un épisode où ils infiltrent les Romuliens. Tu vois que c'est grand, c'est large. Puis pareil, il y a une mise en abîme. Arrive à un moment où le vaisseau apparaît au-dessus du vaisseau cargo,
qui est lui tout petit, donc assez exigu, et il apparaît gigantesque. Ouais, mais le vaisseau cargo, ça a l'air d'être quasiment une navette. Une navette, ouais, plus, voilà. Mais pas un vrai vaisseau. Oui, parce qu'en fait, il y a donc des humains, des bandits qui essayent de marchander donc les informations de Genesis pour les revendre donc aux Klingons. Et puis bon, Klingon plutôt que Crutch plutôt que les payer, il les dézingue quoi direct. Et du coup, par contre, le vaisseau Klingon en lui-même, où là ils ont redesigné complètement donc l'oiseau de proie pour que ça ressemble vraiment à un oiseau de proie d'ailleurs. Je le trouve plutôt classe. Et en plus, il va faire référence pour dans la franchise par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez de ce magnifique vaisseau ? Moi, c'est mon vaisseau préféré, l'oiseau de proie. Ça a toujours été mon vaisseau préféré, l'oiseau de proie Klingon. Je trouve que c'est un vaisseau particulièrement efficace. Il a un côté agressif qui correspond à... Il y a une réflexion philosophique et psychologique derrière les designs des vaisseaux. Et l'oiseau de proie Romulin a un côté sneaky. On dirait, tu sais, les chasseurs américains qui font les bombardiers furtifs américains. Tandis que les oiseaux de proie Klingon ont un côté agressif, on dirait des aigles en fait, on dirait des F-16. Et j'ai toujours adoré ce vaisseau, toujours. Ils sont là pour t'attraper quoi tu n'échapperas pas à leurs griffes quoi. C'est ça, tu te dis que si tu te retrouves face à un oiseau de proie, et d'ailleurs c'est le sentiment que j'avais quand j'avais vu cette première scène de ce petit vaisseau qui se retrouvait face à l'oiseau de proie, tu savais qu'il allait se faire manger en fait. Avant même de voir la scène, tu savais que ce petit vaisseau, il sortirait pas de là en fait. Puis il a un intérêt aussi scénaristiquement, l'oiseau de proie quoi. C'est un des seuls vaisseaux de la franchise Star Trek où on identifie clairement qu'il a une seule faiblesse. Donc t'as qu'une chance à chaque fois de le choper quoi. C'est quand il se désocculte pour tirer. Et scénaristiquement, tu vois, il y a un enjeu, plus tard dans le film, il y a un enjeu. Genre, est-ce que ça marche toujours qu'il faut qu'il se désocculte pour qu'on puisse l'abattre, quoi. Et je crois que ça sera aussi l'enjeu de Star Trek Nouvelles Frontières, avec cette scène là aux abords de Kitomer, avec ce vaisseau Klingon qui a plus besoin, en théorie, de se désocculter pour tirer. Star Trek 6, ouais, tout à fait. Spoilez pas, j'ai pas vu. Ouais, on spoil rien. C'est un mini spoiler. Mais c'est vrai que, par contre, c'est vrai que ça impressionne parce que déjà dans la série classique, c'était le cas. On en parlait de ce genre de truc, de l'occultation, que c'est un avantage tactique des vaisseaux qui donnait des sueurs froides donc à Starfleet. Et là encore, effectivement, c'est un asset plutôt avantageux pour eux. Et que du coup, si jamais ce point faible dont tu parles disparaît, ça en fait une arme encore plus redoutable. Donc suite à ça, on a l'arrivée au spatiodock de l'Enterprise qui vient se garer donc dans une maquette super classe, parce que quand je parlais justement d'effets spéciaux qui déchiraient, je pensais surtout à ça en fait, à cette maquette magnifique de la station spatiale de la Fédération, où l'Enterprise vient vraiment se garer. C'était une maquette qui était gigantesque. Les artistes, ils pouvaient même rentrer dedans en entier pour y travailler. Donc il y avait des détails vraiment. De toute façon, ça se voit visuellement, ça claque. Quand le vaisseau il rentre à l'intérieur, on passe un peu de temps dedans. C'est vraiment super classe. C'est un design de base de Fédération qui va être gardé longtemps. Cet aspect en référence jusqu'à Lower Decks. Donc encore maintenant quoi. Petit foreshadowing sympathique. C'est quand il commence à se garer donc à l'intérieur de la base spatiale, il y a Sulu qui semble déjà intéressé par l'Excelsior, la nouvelle version de vaisseau qui est censée supplanter l'Enterprise, où on a justement donc un design qui avait été créé pour symboliser cette nouvelle forme de modernité pour la Fédération, pour que l'Enterprise paraisse un peu démodée. Et l'idée derrière ça, c'était de se demander à quoi pourrait ressembler l'Enterprise si son design avait été confié à une société moderne japonaise, enfin moderne dans les années 80 quoi. Et donc effectivement, c'est vrai qu'on a une vraie différence. Et d'ailleurs, dans l'Excelsior, on peut peut-être voir ce qui va devenir l'Enterprise D plus tard. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Parce que moi, comme je l'ai dit environ 500 fois depuis qu'on a commencé cette série sur les films, j'ai bingé tous ces films quand j'avais 13-14 ans. Et tu vois, par exemple, cette scène de Sulu qui voit l'Excelsior et qui a de l'amour dans les yeux et qui finalement devient capitaine de l'Excelsior dans Star Trek 6. Excuse-moi, Marie-Paul, je spoil un peu. Enfin, c'est pas vraiment un spoil. C'est un spoiler mineur, voilà, ça va. C'est un spoiler mineur parce que tu vois pas la promotion et il est juste capitaine de l'Excelsior. Et moi, je m'étais fait un film dans ma tête quand j'avais 14 ans. Je me disais, ah ouais, mais en fait, les mecs, ils avaient tout écrit à l'avance, tout était prévu et tout. Parce que tout est cohérent en fait dans l'évolution des personnages. Et encore une fois, on revient dans cette idée que Star Trek au cinéma, c'est une série télé adaptée au cinéma en fait, et une série télé plutôt pas mal en termes de continuité, puisqu'il y a peu de séries télé aujourd'hui qui arrivent à avoir tellement d'avance sur l'évolution de leurs personnages, à avoir du foreshadowing comme t'aimes le dire
Guigui, autant de temps à l'avance par rapport à ce qui va se passer par la suite. Ouais, et c'est quand même à se demander si c'est un effet d'opportunité où à chaque film, ils savent réutiliser brillamment ce qui a été fait précédemment, ou si c'est des choses qui ont vraiment été pensées, parce que cette fascination de Sulu pour l'Excelsior, il me semble qu'elle est réitérée. Alors je me souviens plus si c'est dans ce film-là ou dans le suivant, où justement donc Sulu parle de l'Excelsior, et puis il y a Scotty qui lui fait non mais l'Excelsior c'est de la merde, tu rigoles ou quoi? Pour info aussi, dans le lore de Star Trek, l'Excelsior c'est un classe ambassadeur. Et les classes ambassadeurs, c'est les premiers croiseurs lourds de la Fédération. Donc c'est des navires, enfin avant le Défiant, c'est des navires qui sont quand même censés faire la guerre un long moment sur le front. C'est aussi une idée de moins d'exploration et plus de conflits. Et ça sera notamment l'Enterprise B, le classe ambassadeur. Dont on reparlera dans un épisode de la film. nouvelle génération, où effectivement il y a une notion... Attends, c'est le B ou le C? C'est le B, c'est le même modèle que les Excelsior, ça c'est sûr. Et le C, c'est un modèle qui tend plus vers le côté galaxie avec la grosse soucoupe. Ouais, un peu bâtard, c'est le modèle qui va se retrouver dans la bataille de Kytomer. De Kytomer, Kytomer. c'est ça. Pour info aussi, Ma confusion. la petite anecdote, tu sais le plan là, le money shoot, c'est carrément un money shoot ce truc quoi. Carrément, ouais. Où il Il est rentre magnifique, dans la base. Pour info, ce plan a resservi pour Star Trek la nouvelle génération. Simplement, les gars ont pleuré parce que le Galaxy est censé être 4 à 5 fois plus gros que le vaisseau de Kirk. Enfin, le vaisseau de Kirk, ça fait une nacelle du classe Galaxy. Hein. C'est pas une blague dans la démesure. Et il devait rentrer pareil. Déjà que le vaisseau de Kirk rentre tout juste dans la fente, le classe Galaxy aussi rentre tout juste. Et les gars avaient pleuré et expliquaient qu'en fait, ce que tu voyais pas dans l'effet visuel, c'est qu'ils rétrécissaient le vaisseau aussi, l'Enterprise D, pour le faire rentrer dans le truc sans que personne se pose la question du genre, mais il est pas 5 fois plus gros le vaisseau normalement. Voilà, c'est la petite anecdote. Et t'as 80 ans de différence entre les deux événements, je pense que tu peux... Oui, ils ont expliquer. peut-être refait la porte Voilà. aussi, tiens. Tu vois. C'est ça, voilà, un truc à la Kaamelott. Il y a un gars qui passait, il leur a fait un prix pour les fenêtres et le portail, et puis voilà. Petit caméo intéressant, amusant, c'est on a un petit caméo muet de Janice Rand qui voit l'Enterprise passer complètement défoncée et puis qui a l'air un peu atterré du genre qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme connerie. Donc suite à ça, on a McCoy qui est retrouvé complètement fou dans les quartiers de Spock parce que effectivement hein, la scène, souvenez-vous, où Spock a mis donc son esprit à l'intérieur de McCoy avant de mourir, on retrouve donc ici sa manifestation, c'est-à-dire que là McCoy il sait plus où il en est quoi, il devient complètement dingo et il se prend pour Spock, donc il est dans les quartiers de Spock et il dit des choses que pourrait dire Spock en disant pourquoi vous m'avez laissé sur Genesis, etc., etc. Alors moi j'ai trouvé que DeForest Kelley était vraiment particulièrement bon dans ce film. Moi j'y crois, c'est cette espèce de schizophrénie, ces moments un petit peu de folie. Ouais, plutôt aussi, ouais, mais il y a quelques passages où j'arrivais pas à faire le distinguo entre les deux. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est juste raté? Mais effectivement, les moments où on a l'impression que c'est Spock qui parle à travers lui, il arrive quand même à... Puis son petit haussement de sourcil, évidemment. Ouais, et puis en plus, quand Kirk il rentre dans les quartiers de Spock, il y a vraiment une scène, une ambiance mystérieuse avec une photographie qui est un peu sombre, une ambiance musicale qui marche super bien. Et moi, justement, qui avais découvert, donc, c'est pareil, semaine par semaine sur RTL 9, du haut de mes 10-11 ans, ce film-là, à la suite de Star Trek 2, ce mysticisme des Vulcains, pour moi, a eu un impact vraiment très fort. Ouais, on va en parler de ça aussi. Ah oui, on va en parler, ça c'est sûr. C'est toujours un truc qui m'a gonflé, moi, dans Star Trek, mais bon. Avec le recul, c'est pas un point fort, mais malgré tout, si tu réfléchis pas, les scènes elles fonctionnent quoi. Après, ouais, tu pouvais te dire à la fin de Star Trek 1, c'est un peu comme Retour vers le futur, ils avaient pensé à laisser une clé, quoi. Tu vas laisser la porte ouverte pour faire la suite. Star Trek 2. Voilà. Star Trek 2, pardon. Ils avaient laissé une porte ouverte quoi, pour faire la suite. Et là, tu te dis, ouais, c'est super cool. Quoi. Comme on l'a dit dans le podcast précédent, Romain, lui, il avait oublié qu'il y avait eu cette scène dans Star Trek 2 alors qu'il venait juste de le voir. Et donc, Romain, t'avais revu donc, le film pour être sûr que cette scène-là... Ah ouais, totalement. Ouais. Si tu vois le film et que t'es plongé à ce moment précis de sacrifice, de scène d'action et tout, la scène, elle passe quasiment inaperçue. Et moi j'ai été persuadé quand j'avais vu Star Trek 3 que c'était une scène qu'ils avaient rajoutée, tu sais, genre ah oui mais au fait il s'est passé ça, et j'avais complètement halluciné quand j'avais compris qu'en fait non la scène elle y était vraiment depuis le début quoi. Parce qu'effectivement ils l'ont rajouté à la dernière minute sur le tournage de Star Trek 2 justement pour laisser une porte de sortie parce que Leonard Nimoy avait changé d'avis quant au caractère définitif de la mort de Spock. Tout système neutralisé. Spatiodoc, à vous de jouer.
Nous prenons les commandes, Enterprise. Laissez-vous vivre et soyez les bienvenus. Ici Enterprise, confirmé. Vous voyez ce que je vois? Mes amis, la grande nouveauté expérimentale. L'Excelsior. Il est fin prêt pour les essais. Sa vitesse atteint l'hyperatomique exponentielle. Ouais. Et si ma grand-mère avait des ailes, ce serait sûrement un oiseau. Alors donc en fait ensuite on a l'amiral en chef qui accueille donc l'équipage de l'Enterprise et qui va envoyer malgré tout le vaisseau à la casse, hein, il va pas être réparé. Scotty est envoyé sur l'Excelsior parce que on a besoin de son savoir-faire et de sa main d'œuvre pour achever justement ce vaisseau avant son lancement officiel. Et Starfleet ne veut pas que Kirk retourne sur Genesis, qui est devenu un sujet politique sensible. La petite chose rigolote, c'est qu'apparemment l'Enterprise peut être pilotée par cette Pecno. C'est que quand il fait l'amiral son discours, ils sont moins d'une dizaine sur le pont. Bon. C'est les officiers. Et puis en plus de ça, il explique dans le journal de bord qu'il y en a une certaine partie qui ont déjà été affectées à droite, à gauche, etc. quoi. Oui, donc Genesis est devenu un sujet politique sensible parce qu'en plus de ça, ils sont en train de faire des pourparlers de paix avec les Klingons, donc foreshadowing encore de ouf. Donc Crudge prend connaissance des infos sur Genesis de son côté, donc il a farfouillé la clé USB qu'il a récupérée et puis il voit tout ce qu'il y a à savoir sur Genesis. Et donc on a une réutilisation de la séquence en images de synthèse qu'on avait vue dans Star Trek 2. Que bien sûr les Klingons ils vont vouloir obtenir Genesis pendant qu'effectivement il y a des pourparlers de paix du gouvernement Klingon avec la Fédération. Eux ils vont agir un peu en solitaire pour mettre la main sur Genesis. Donc ensuite on a une scène où on a le retour de David et Saavik qui étudient Genesis avec un autre vaisseau de Starfleet, mais sans Carol Marcus ce coup-ci, et on a droit à un recasting pour Saavik. Donc on l'avait brièvement évoqué la semaine dernière. C'était l'actrice, elle s'appelle Curtis, je sais plus comment. Marina, tu peux m'aider? Robin Curtis. Et d'ailleurs justement j'ai une question pour vous, est-ce que ce serait pas la seule fois où il y a un personnage recasté dans Star Trek? Non, dans Voyager, t'as le capitaine là, qui vient du futur, ce qui fait que personne comprend les épisodes où il revient. C'est arrivé 2-3 fois sur des personnages, en plus sur des fils rouges. Ouais. En tout cas, c'est une des rares fois. C'est vrai que finalement, quand il pense en 55 ans et autant... et des plus de 800 histoires, ça arrivait très peu de temps, quoi. C'est souvent l'inverse, en fait. Peut-être c'est un acteur qui a joué plusieurs fois le même rôle. Oui, ça par contre ça arrive souvent. Mais sans qu'il le cache. Par exemple, le père de Sisko, c'est aussi un amiral dans Star Trek 4, je crois. C'est juste parce qu'ils n'ont pas voulu réévaluer le salaire de l'actrice du Star Trek 2 en fait. Elle a juste voulu être mieux payée et ils ont dit non, donc adios quoi. Et aussi, par contre, ça vous a pas choqué, vous, l'absence de Carol Marcus? Si, mais on n'est pas à une incohérence près, en fait. Non, mais là-dessus, on se demande à quoi il pensait, en fait, au niveau de la continuité. Autant, je trouvais le fils écrit d'une manière totalement différente. On avait l'impression qu'il a eu une transplantation de personnalité dans sa relation avec Saavik, ou sa manière de s'exprimer, ou tout ça. Se passer de la mer, on s'est dit, voilà, enfin, on a été au bout de son histoire dans le 2. Pour l'absence de Carol, je pense que c'est volontaire, c'est que je me suis dit, ils n'ont pas eu envie de s'embarrasser du poids émotionnel d'une mère qui perd son fils à gérer dans le film. Ouais, mais... alors le poids émotionnel de la perte du père... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'attacher à lui, Ouais, on s'en fout. Oui, mais on n'a pas le temps de s'attacher à lui, mais si Carol Marcus avait été présente dans le film, dans l'histoire, ça aurait été bizarre de ne pas gérer son chagrin et donc de passer du temps sur son personnage à elle, tu vois. Puis je sais pas si vous vous rappelez de comment il est réintroduit, le personnage. David. Il est sur le classe Orbit, là, le vaisseau, et il y a le capitaine qui demande des explications, et David donne un ordre à Saavik. Et Saavik, la première chose en français, c'est d'une violence incroyable. Il est comme son père, un humain, un sac à merde, quoi. Le traite, mais comme un sac à merde. Donc tu te dis, je veux pas m'attacher à lui, c'est un sac à merde. Passons à l'autre, quoi. Le capitaine a l'air un peu moins con. Allez, on s'intéresse au capitaine. Mais comment tu veux faire quelque chose, quoi. Et il passe son temps à donner des ordres, mais idiots en plus. Non, mais c'est un problème d'écriture, c'est tout bête. Et puis il a une transplantation de personnalité en plus. Qui s'accentue avec le doublage français parce qu'il change d'acteur de doublage
d'un film à l'autre. Ouais, et puis comme je te disais, t'as clairement la réalisation du doublage, tu sens que soit ils n'avaient pas vu le film avant, ou soit qu'ils savent pas quoi faire de certaines répliques, quoi. Enfin, ne serait-ce qu'on n'en a pas parlé là, mais entre l'Excelsior et l'Enterprise, apparemment, il y a un changement de technologie. L'Excelsior va en hyper exponentiel, ce qui ne veut rien dire du tout. Il fait une courbe, voilà. Et l'Enterprise, il va en quoi ? C'est même plus Warp en français, c'est autre chose. Oui. Non, mais les termes français étaient complètement incohérents, vu est-ce que ça partait dans tous les c'est sens. C'est le même qui ont fait les doublages de Star Wars. C'est vrai que Star Trek, ça posait problème, si tu veux, Marie-Paul, parce que Star Wars, comme t'avais un petit côté... t'as pas de science dans Star Wars, vraiment. Il y a un côté un peu mythologique, c'est de la fantaisie. Donc finalement, après que tu dises sabre laser ou sabre luminique, ou tu vois, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que dans Star Trek, il y avait quand même, et surtout pour les fans, c'était important, il y avait un côté scientifique, donc il y avait quand même une idée d'évolution des technologies, de réutilisation des technologies. Or, c'est vrai que d'un film à l'autre, il te changeait complètement les terminologies. Et ça a toujours été un gros problème avec Star Trek. Voilà. Ça s'est un petit peu arrangé quand ils avaient fait les doublages de la nouvelle génération, où ils avaient demandé à un monsieur qui était un gros fan de Star Trek français qui s'appelait Bruno Billon d'écrire une espèce de bible de la traduction Star Trek qui fait qu'à partir de là, logiquement, on était censé avoir une cohérence, mais en fait, comme les films n'étaient pas doublés par les mêmes agences que les séries, ça a continué d'être n'importe quoi par la suite. Mais c'est dommage parce que franchement, quand tu vois ce genre de doublage, tu te dis mais c'est normal que les fans français n'adhéraient pas. Enfin, c'est autant les Allemands ont un vrai respect du vocabulaire et de la traduction et je vous parlerai quand on sera à Star Trek 6 du fait que c'est le film que j'ai vu dans une salle de cinéma en Allemagne, pour vous dire à quel point j'étais fan. Mais il y avait un vrai respect de la franchise et de la traduction. Le problème, c'est que là, on a des problèmes de doublage. C'est pas la faute de la franchise. C'est la faute de la société qui a réalisé le doublage. Et le doublage en France pouvait être très bien. On a eu des grandes discussions avec Romain sur le doublage de Star Wars. Le premier, il y a des noms et des termes qui ont été changés, mais c'était un doublage, une transposition, une traduction pour le mieux. Il y avait un petit côté poétique, en fait. Oui, j'ai bossé 5 ans sur les comics Star Wars, donc je connais un petit peu rayon. Ouais. Dans le premier film, Chewbacca était devenu Shish-Taba. Oui. Shish-Taba. Il y a un petit côté poétique. Star Wars, j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait. Là où dans Star Trek, je trouvais ça en effet totalement ridicule. Et c'est vrai que les vitesses hyper luminiques, comment t'as dit, hyper exponentielles, hyper exponentielles, c'est-à-dire c'est plus une courbe, c'est un espèce d'angle droit, t'imagines. C'est vrai que bon voilà quoi, ça te sort un peu du film. Et en plus de ça, c'est d'autant plus important que là pour le coup, ça va avoir une incidence sur l'histoire quoi. Mais ça, on va y revenir. Donc Saavik et David, ils découvrent sur Genesis qu'ils sont en train d'analyser tout simplement une forme de vie animale, alors ce qui ne devrait pas être présente car elle est censée avoir que des plantes. Donc ils vont se rendre sur place pour enquêter et pendant ce temps c'est la soirée apéro chez Kirk. Donc il y a Kirk, Sulu, Chekhov et Uhura qui boivent un coup et tout d'un coup on a l'arrivée de Sarek, donc qui est toujours joué par Mark Lenard, donc le père de Spock qu'on a découvert dans la série classique dans un magnifique épisode. Qui là donc reprend le rôle, après avoir joué un Klingon brièvement dans Star Trek The Motion Picture. Donc on a Sarek qui arrive un peu vénère quand même, parce qu'il nous explique que donc, le Katra, donc l'esprit de Spock, doit être emmené sur Vulcain car seul son corps est mort. Et Sarek pense que Spock a lié son esprit à Kirk avant de mourir. Après une fusion mentale et une consultation des archives vidéo, ils se rendent compte tous les deux que c'est finalement l'esprit de Spock et en McCoy, et non pas en Kirk. Et donc du coup, Sarek va demander à Kirk de ramener la dépouille de Spock sur Vulcain, et bien sûr McCoy aussi. Alors moi, il y a quand même un point de scénario, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu pour se poser quelques questions. Pourquoi prendre tous ces risques pour récupérer la dépouille de Spock ? Parce que finalement, des risques, ils vont en prendre des énormes, juste pour récupérer son cadavre, quoi. Et surtout qu'à ce moment-là, ils savent pas que son corps a été régénéré, donc pour eux, ils vont chercher juste un cadavre, en fait. Et ils vont le faire juste parce que Sarek le demande sans vraiment expliquer pourquoi en plus. Parce qu'il dit pas qu'est-ce qu'ils vont en faire du corps. Est-ce qu'ils vont l'enterrer ? Tu vois, je veux dire, il dit ramenez-moi le corps, quoi, en fait. Ramenez-le à Vulcain.
Moi, je trouve que c'est un peu léger, non ? Il y a un trou scénaristique, c'est sûr que tu comprends pas. Donc, Sarek t'explique qu'en effet, apparemment, tu peux faire une sauvegarde de mémoire quand t'es vulcain comme un ordinateur. Tu vois, tu sauvegardes ton ordinateur avant d'aller sur les sites porno au cas où t'attraperais un virus. Ça, tu l'as. Ça sent le vécu, ça sent le vécu. Je sais que tu l'as fait souvent, Guigui. Bon, ça, on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, il t'explique la mission consiste en quoi, puisque a priori, Spock est mort. Donc, tu as récupéré son corps pour quoi faire, puisque le disque dur il est chez McCoy et le corps il y en a pas. Donc oui, et puis surtout il commence par dire vous l'avez privé de son avenir ça c'est son s'appelle Catra, le c'est son deuil esprit. les gars. C'est un père c'est un vulcain certes, déjà il est hyper vénère pour un vulcain, j'étais assez surprise du jeu de l'acteur, mais c'est le deuil en fait, il va aller chercher la dépouille de son fils. Mais oui, mais il le dit pas, c'est pas logique. Non mais en fait c'est l'enchaînement des dialogues. C'est mal écrit, mais c'est logique dans le sens où il a perdu son fils, il a envie de recouvrer le corps de son fils pour pouvoir faire ce qu'il veut en faire selon les rites vulcains, quoi. C'est ça, c'est mal écrit, parce qu'en effet, tu aurais fait justement quelque chose sur le deuil, tu vois, ou sur une tradition vulcaine qui fait que il faut récupérer les corps, etc., etc. T'aurais mieux compris, mais là, c'est vrai que la mission, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur Genesis, elle ne fait aucun sens, en fait. Mais et surtout que dans son déroulé, Sarek dit vous l'avez privé de son avenir. En gros, il faut récupérer le Catra. Il vient pour récupérer le Catra de Spock. Et puis tout d'un coup, quand il apprend que c'est McCoy qui a le truc, il se dit maintenant, il faut aller chercher le corps. Il lâche l'affaire. Moi, j'ai compris ça comme si, en fait, il était pas mort sur la planète. Genre, le teasing du départ de la capsule de funéraire de Spock sur la nouvelle planète Genesis. Pour moi, il n'était pas mort, quoi. C'était plus ça, après ça. Oui, mais à ce moment-là, c'est eux, ils ont aucun moyen de le savoir. Ouais. Donc, ils vont chercher un cadavre. Parce que Sarek l'a demandé, alors qu'à la base, il venait pas pour ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté... Au fait, on a bien vérifié que le cœur battait plus avant de le foutre dans la fusée. Vous avez vérifié qu'il était mort, quand même. Et là, tu sais, t'aurais McCoy complètement bourré qui aurait fait je sais pas, en fait, j'étais fatigué. Et, tout. Et en fait, le scénario, ça aurait été ça. C'était était-il vraiment mort ou l'a-t-on enterré vivant, en fait. Schrödinger Spock. Une question qu'on se posait dans le dernier podcast. Moi, je suis allé faire justement un petit tour sur Memory Alpha, donc un des sites références encyclopédiques sur Star Trek. Et la théorie sur la création de Genesis, visiblement, elle est partagée par les gens qui ont écrit le site. C'est-à-dire que effectivement, c'est la nébuleuse et aussi le vaisseau et donc aussi le cadavre de Khan qui ont servi de base à la création de Genesis. Justement, Genesis, Saavik et David trouvent la capsule de Spock où des microbes ont évolué très rapidement en petites saloperies visqueuses, donc un peu à la manière du film Évolution avec David Duchovny. Et bien sûr, la capsule de Spock, elle est complètement vide, on retrouve juste ses fringues, alors que bien sûr, le cadavre de Spock devrait s'y trouver. Et on se rend compte aussi à ce moment-là que la planète, elle évolue très 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 vite. Moi, je voulais parler des costumes de l'apéro de chez Kirk, parce que... on est dans un futur lointain et on se retrouve avec un Kirk en jogging, un Sulu avec un costume asiatico, on sait pas trop bien. La veste de Sulu, moi j'adore Sulu comme il est sapé, j'adore. Et d'ailleurs il est sapé comme ça dans Big Bang Theory quand il a C'est très codé en fait. Aurora, elle a un collier c'est très africain, quoi, très africain, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu... Non, moi c'est le survêt de cœur, quoi. Il manquait que la télécommande et la bière, quoi, c'est tout. Pardon, c'était un point costume. Et attendez, puisqu'on en est dans les petits points costumes, les casquettes étaient rigolotes, surtout le long du film. Apparemment dans le futur on met des casquettes de la mort qui tue. Ah oui, exact, oui c'est vrai. Je veux les mêmes. Donc on a Starfleet qui envoie bouler Kirk parce que Kirk veut récupérer l'Enterprise en vain. Alors moi j'ai pas trop compris pourquoi il voulait absolument récupérer l'Enterprise plutôt que louer une navette, comme il le dit à un moment. Ça aussi c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi prendre absolument l'Enterprise qui est pas en état en plus, il est pas réparé l'Enterprise. En plus il est pas en état, oui, il est pas réparé, il est toujours pété de la dernière fois, donc. Mais c'est sa voiture, c'est sa bagnole, il veut sa bagnole, il veut pas aller louer un truc chez Avis. Moi je comprends très bien quoi. Moi je comprends, putain c'est ma voiture. Elle est à la fourrière, vous me la rendez, c'est tout, vous faites pas chier. Mais tu vois, justement, McCoy, c'est ce qu'il essaye de faire, lui. Il essaye d'y aller par ses propres moyens en louant donc ses services d'un alien très chelou et vraiment pas très intéressant. Et on se rend compte là, du coup, que personne ne veut aller sur Genesis parce que c'est vraiment une planète interdite.
Et justement, en faisant des esclandres, en voulant absolument y aller, il se fait attraper par la sécurité de la fédération et il va devoir cuver son vin en cellule. Et ce qui est drôle, c'est à ce moment-là, il essaie de faire même une prise vulcaine au gars de la sécurité, mais comme il est humain, ça marche pas. Parce que c'est pas Michael Burnham, donc il peut pas le faire. C'est pas Data non plus, puisque Data va réussir à le faire aussi plus tard. Oui, mais alors, c'est pareil, j'avais lu quelque part que en fait, la prise vulcaine, elle fonctionnait du fait d'un envoi d'une sorte de petite électricité statique. Ce qui fait que les Vulcains ont cette faculté, et que du coup, un androïde, l'électricité, tout ça, ça semble cohérent. C'est dit, pour revenir un petit peu sérieux sur cette histoire de vaisseau, moi, la façon dont je l'avais compris la première fois que j'avais vu le film, c'était justement que, comme Genesis, il me semblait même qu'ils utilisaient, alors je sais pas si c'est en VF ou en VO, le mot disputé, que Genesis c'était une planète disputée. Et que du coup, moi ce que j'avais compris, c'est que Kirk avait quand même besoin d'un vaisseau militaire, c'est-à-dire qu'il s'agissait pas t'y allais pas avec ta petite Chevrolet pour voir ce qui se passait, quoi. Que t'avais quand même besoin de montrer que t'avais un vaisseau, quoi. Il le découvre après avoir demandé au chef de Starfleet. C'est après qu'il ait fait sa demande au chef de Starfleet que le chef de Starfleet lui dit on peut pas y aller parce que Genesis c'est une controverse galactique, qu'on peut plus y aller. Il y a tout le monde qui se prend dans la tête là-dessus. C'est devenu un enjeu politique, donc c'est mort, quoi. Et deuxième point là-dessus, il y a quand même toujours eu dans Star Trek, enfin jusqu'à une certaine époque, puisque par exemple dans Picard, c'est un peu balayé d'un revers de la main, mais moi je m'étais toujours posé la question s'il y avait vraiment une aviation civile, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que vraiment tu pouvais prendre une navette pour aller voyager toi-même, etc., dans l'espace. Parce que dans mon souvenir, dans Star Trek classique et dans Star Trek The Next Generation, il y avait assez peu de moments où l'Enterprise rencontrait des vaisseaux, des avions civils, en quelque sorte, quoi. Il doit forcément en avoir, parce que sur Deep Space Nine, on voit quand même qu'il y a des échanges qui se font, et en plus dans Enterprise, on t'explique justement comment fonctionnaient les voyages l'aéropostale intersidéraux à petite vitesse, quoi. Mais sur cette scène-là, il y a deux trucs là. Il y en a une qui commence à me revenir parce qu'on en parle depuis tout à l'heure sur le fait que c'est un peu mal écrit. C'est la temporalité. Il parle de Genesis, il laisse Spock, machin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 jours qui se passent pour tout le film entre le début où ils partent, machin, et tu vas m'expliquer. Enfin, encore une fois, c'est peut-être moi qui cherche à bête, mais qu'en 2-3 jours, la galaxie entière est au courant d'un projet secret qui est âprement disputé par les 2-3 puissances de la galaxie, enfin du coup, attention encore une fois, du quadrant alpha et bêta, hein, c'est pas toute la galaxie, et que n'importe quel pecno dans un bar sait ce que c'est Genesis et sait pourquoi il faut pas y aller, alors que Kirk il sait pas, tu vois. Pour atténuer ça, l'action qui nous est montrée, ça se passe, on a l'impression que sur 2-3 jours, quoi. Par contre, le voyage de Genesis jusqu'à la station, on ne sait pas exactement combien de temps il prend. Et parce que quand il retourne sur Genesis après le vol de l'Enterprise, il se passe quand même beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois on a des ellipses, on voit ce qui se passe sur Genesis, et pendant ce temps-là sur l'Enterprise, ils sont là, ils discutent, ils disent t'as essayé de contacter machin, non ça marche pas, puis on retourne sur Genesis. Donc ce qui suggère quand même que le voyage n'est pas instantané, donc c'est un petit peu loin. Donc peut-être que ça se passe sur une semaine par exemple, ou 2 maxi. Ouais, mais même. Et t'as raison, c'est pas clair. Pour qu'une planète pour qu'un secteur soit interdit comme ça, il y a un problème d'écriture. Voilà, si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème de cohérence, quoi. C'est la 53G, ça va vite. Et dernière chose, l'amiral, il dit à Kirk, non, faut pas y aller, machin. Kirk, il dit ok, avec un grand sourire, je comprends. Tu as en face de toi le plus grand fifrelin de la galaxie. Le mec qui se torche avec le règlement H24. Il te dit ok, j'insiste pas. Tu te poses pas 2 questions. Enfin, le mec, il a été amiral par concours. Je veux dire, c'est un énarque, quoi. Ok, il a dit ok, on va pas se poser de problème, on rentre. Après, jusque-là, à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois vraiment qu'il va trahir un ordre. Puis d'ailleurs, il a cheaté, il le dit, il s'en vante. Ouais, on sait qu'il a cheaté, mais bon, c'était à l'académie, tu vois. Mais il a jamais été. Je suis en train de réfléchir si je dis pas une connerie, mais dans Star Trek classique, à ma connaissance, il a jamais été AWOL, quoi. Il a jamais été, comment on dit en français. Mais il y a son meilleur pote qui vient de mourir. Oui, non, mais d'accord, mais simplement pour dire que la réputation de Kirk n'est pas, c'est pas Michael Burnham, quoi. C'est pas Michael Burnham qui fait ça un jour sur 2. Kirk, ça sera sa vraie première fois où il fait donc une insurrection, ce qui va devenir donc du coup un petit peu une norme. Mais jusqu'à maintenant, il a toujours contourné les ordres, et toujours un peu dans le feutré, ou genre j'ai pas bien compris. Mais il y avait jamais, en plus de ça, c'était jamais des entraves. C'était jamais c'était jamais très grave ce qu'il faisait. Il y avait peu de conséquences. Il trahissait pas vraiment les ordres, tu vois. Et c'était vraiment une interprétation. Alors que Spock, lui, l'a fait. Clairement, il a risqué la cour martiale pour ça.
pour Pike. L'histoire ne dit pas si Kirk avait signé une tribune dans Valeurs Actuelles dans le futur, on sait pas, avec les autres militaires. Bon, on sait pas, peut-être qu'il l'a fait. Hein. Il a quand même abandonné les hommes sur une planète aussi. Hein. Mais légalement. Il a jamais bafoué des ordres comme ça, c'est la première fois. Attends, dans Enterprise, on nous explique que t'as pas le droit d'avoir des rapports intimes avec des races extraterrestres. Le gars, lui tout seul, il a refilé je sais pas combien d'MST à toute la galaxie, quoi. Je veux dire, niveau règlement. Et tu n'étais pas au podcast la semaine dernière, mais quand on a parlé de Space Seed, moi ce qui m'a choqué, c'est l'historienne qui tombe folle amoureuse de Khan en moins de 30 secondes, et t'as Kirk qui prend une attitude très morale, genre mon Dieu, quelqu'un de mon équipage pense à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, mais il était pas choqué, avec moi. il lui a fait la morale d'un ton très paternaliste. Il était très paternaliste, Kirk, dans cet épisode, alors que tu as raison, il couchait à droite à gauche, mais sans problème. Hein, donc, Je sais pas si vous avez vu, il y a une image qui tourne sur internet où il y a Spock qui dit voilà pourquoi j'ai jamais parlé de ma sœur à Kirk. Et tu vois la liste de toutes les filles à qui il a roulé une pelle dans l'espace, quoi. C'est très bon. Mais ben justement, il ne fait que rouler des pelles, hein. Il passe pas vraiment à l'acte. Hein. Moi, je suis sûr, je vais revoir la série, je vais faire les comptes. Excuse-moi, Trip dans Enterprise, il touche juste la main de l'extraterrestre, il se retrouve enceinte. On sait pas. Mais tu vois, si tu compares avec Riker, ça n'a franchement, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. Kirk, je trouve que sa réputation de tombeur, elle est surestimée. Oui, mais bon, tout ça pour dire que moi j'ai trouvé que la situation, le gars il insiste, l'autre tu lui dis non, il fait ok, allez. Ciao, à demain. Et d'ailleurs, justement, donc on a Kirk qui va libérer McCoy avec l'aide de Sulu et qui va donc l'informer de sa situation parce que McCoy, il avait toujours pas bien compris ce qui lui arrivait en fait à ce moment-là. Donc il y a Sulu et sa superbe veste, je le redis, hein, j'adore sa veste, et qui donc va chercher McCoy. Donc il fait une diversion auprès d'un garde pour le libérer. Et c'est là où, en fait, on a encore une nouvelle problématique avec le doublage français, c'est que en version française, donc en gros, on a Sulu qui dit au garde, alors ça va. Ça bosse, je sais plus, un truc du style comme ça, et puis genre, et le mec il le prend du style, quoi, tu me dis que je fais rien, quoi, en gros que je glande, il le dit pas, mais on sent que c'est comme ça qu'il le prend, et le mec il le traite de jaunisse, donc il fait clairement une insulte raciste anti-asiatique, alors qu'en version originale c'est plutôt Minus, quoi, il parle d'une petite personne. Et c'est inexcusable ça, hein. Ça aller introduire du racisme entre humains dans Star Trek, c'est une faute qui est inexcusable. Et là, je parle en vraiment le fan hardcore, mais c'est vraiment cracher à la gueule de tout ce que représente Star Trek. Et ça me vexe d'autant plus que, en fait, quand moi, je n'ai vu Star Trek qu'en VF, hein, comme beaucoup de gens à travers les vidéos. Et pendant des années, j'ai cru qu'ils disaient un truc raciste en anglais, tu vois, qu'ils n'auraient pas été inventé une insulte raciste en VF, qui n'y était pas. Et je n'avais jamais compris cette scène. Je me suis dit, mais comment les mecs, ils te parlent de Gene Roddenberry, machin, bidule, chouette, bidule, et les mecs, à la première incartade, tu te retrouves avec des jaunisses qui, entre nous, même aujourd'hui, c'est quand même vraiment le niveau, c'est Le Pen moins, si tu veux, quoi, tu vois, dire jaunisse à un Chinois, quoi, et un Japonais en l'occurrence, et ça m'avait terriblement choqué, et c'est inexcusable. Pour moi, ça c'est du niveau de Ken le survivant sur le Club Dorothée, quoi. C'est encore plus inexcusable parce que ça gâche la scène. C'est-à-dire qu'à la fin de la scène, Sulu lui fait une prise de judo, je crois, ou une prise d'arts martiaux, qui justement favorise le fait qu'il est petit et que l'autre est grand. Voilà. Et ça marche. Moi, je l'ai vu en anglais et ça marche super en anglais. Voilà, et tu casses. Les gars se seraient restés attentifs 2 secondes sur la scène, les doubleurs, ils se seraient aperçus que ça allait pas, jaunisse. Mais tu sais que ça se trouve, tu viens de m'ouvrir les yeux, si ça se trouve, la réflexion des doubleurs, ça a été de dire, ah ouais, mais comme il lui fait une prise de judo, la vanne, ça va être de l'appeler jaunisse, mais en fait, comme il est jaune, il sait faire du kung-fu, tu vois. Je pense que ça peut être ça, hein. Je rigole pas, je pense que ça peut être ça, la réflexion. Ça reste raciste dans tous les cas, quoi. Ah, c'est pire même. C'est pire. Mais moi, je suis comme Romain. Moi, c'est un truc qui m'a, depuis que je l'ai vu depuis enfant, c'est un truc qui m'a toujours choqué et que j'ai jamais compris qu'est-ce que ça faisait là, quoi. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on a aussi Scotty qui traite l'ordinateur du turbolifte de l'Excelsior de eunuque. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté Ken le survivant, genre le doublage français là sur ce film, il partait un peu en live. Alors, donc, ensuite, on a Uhura qui permet à Kirk et compagnie de s'emparer de l'Enterprise avec le poste qu'elle occupe, là, justement, de téléportation. Et donc, justement, ça remet un peu en cause aussi, en question, l'histoire de la temporalité. C'est-à-dire que Uhura, visiblement, ça y est, elle a déjà dégoté un nouveau poste qu'elle occupe déjà depuis plus d'1 heure, en tout cas.
Et c'est bizarre parce qu'effectivement, nous, on a l'impression que ça fait genre depuis la veille seulement qu'ils sont rentrés, et Uhura, elle est déjà installée dans un poste qu'elle a l'air d'occuper quand même depuis un petit moment, quoi, au moins quelques jours. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Puis elle part pas avec eux. Et elle part pas avec eux parce qu'elle leur donne rendez-vous sur Vulcain, oui. Exclure Uhura du reste de l'histoire, mais j'ai trouvé ça d'une nullité, mais insupportable. C'est les mecs qui partent ensemble et puis elle reste à la maison. Mais Uhura dans les films est plutôt maltraitée, quoi, je trouve. Ah mais c'est insupportable. Pareil, dans Star Trek 5, là, quand elle va danser à moitié nue sur les dunes. C'est un autre sujet, un autre podcast. Et non mais moi je te dis, dans tous les films, elle est maltraitée, quoi. Ceci étant dit, Marie-Paul, là ça te ferait peut-être du bien de te spoiler parce que tu seras prêt moralement à cette scène. Bah non, parce que déjà ça m'a agacé là que le Boys Club parte en aventure et Aurora elle est juste reléguée. Tiens, t'es la technicienne et puis tu vas aller prévenir les autres et puis tais-toi, quoi. Et surtout que ça n'a aucun sens parce que du coup, vu ce qu'elle a fait, parce que du coup elle permet à Kirk de voler l'Enterprise sciemment, sans ordre de mission, elle utilise donc un téléporteur officiel, mais du coup en faisant ça, elle devrait être arrêtée. Bah oui. Et elle les rejoint. C'est pas logique qu'elle ne parte pas avec eux. Et attends, c'est encore pire, parce que du coup, la scène, tu vois, encore une fois, et là, bon, bah, ça va pas de la faute des doubleurs, mais dans la scène, t'as un jeune rookie, un Lower Deck, pour revenir là-dessus, qui lui dit, toi, t'es vieille, je comprends que tu veuilles un poste de vieille, quoi. Moi, je suis jeune, je veux partir à l'aventure. Et elle fait un acte de piraterie devant lui, quoi, tu vois. Donc, ça aurait eu tout son sens et plus de panache qu'elle parte avec les autres en le laissant dans le placard. Je crois que Nichelle Nichols était assez vénère du traitement du personnage dans ce film-là. Et surtout qu'à la fin, elle va les rejoindre sur Vulcain. Enfin... Bah oui, non, mais ça n'a aucun sens. Genre, il n'y a pas de télécommunication entre l'Enterprise et n'importe quel vaisseau Vulcain. Qu'elle a pris un 8 bus Terre Vulcain et puis allez, c'est triste. Non mais c'est surtout que tu te dis, mais elle aurait dû être arrêtée sur le champ après le vol de l'Enterprise. Bah bien sûr, on l'arrête pour lui demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Même si elle l'avait pas fait, on l'aurait arrêtée pour savoir si elle était au courant du truc, quoi. Enfin, elle aurait dû être empêchée d'aller sur Vulcain, donc ça n'a aucun sens qu'elle reste sur place, vraiment aucun. Non, mais c'est le personnage qui est très maltraité. Et c'est un problème récurrent, mais pas uniquement dans Star Trek, hein, dans le X-Men, là où le reboot là avec le Phénix Noir, il y a Storm qui est franchement l'une des plus puissantes X-Men et l'une plus puissante super-héroïne. On lui dit clairement à un moment, non mais tu vas rester à la maison, hein. Tu vas rester garder la maison, tu sors du film. Mais c'est complètement incohérent. Donc là-dessus, il y a des personnages qui sont très très maltraités et c'est insupportable. Et là, je me rendais pas compte à quel point c'était insupportable. Il doit y avoir une histoire derrière ça quand même. Hein. Je pense qu'il y a une histoire de contrat ou une histoire de gros sous ou quelque chose parce que c'est quand même un petit peu étonnant parce que je pense qu'elle a refusé parce que t'as aucune raison si tu veux au pire ils la mettent sur une chaise comme ils ont fait dans pas mal d'autres films d'ailleurs et elle fait rien. Mais je pense que c'est elle qui a, à un moment donné, dû refuser de participer au truc. Bah, je sais pas, sur le trivia, il y a vraiment marqué qu'elle était énervée du rôle qui était écrit comme ça, mais qu'après, étant donné le rôle qu'elle a à la fin, machin, ça l'a rassurée, je sais pas. Non, je pense que c'est juste très mal écrit et qu'on va pas s'emmerder avec la nana de service, quoi. Pendant ce temps-là, on a Scotty donc qui a saboté l'Excelsior parce qu'il se doutait que forcément ils utiliseraient ce vaisseau-là pour rattraper l'Enterprise après son vol. Si je me rappelle bien, c'est aussi dans cette scène que tu découvres que le moteur Warp machin truc fonctionne avec des boulons. Ouais, voilà. Si je dis pas de bêtises, il fonctionne avec des boulons puisque il les a gardés dans sa poche. Il les garde dans la poche puis il te sort des boulons, mais vraiment de plombier quoi, du gros calibre en fait. C'est clair. Et aussi Scotty en a profité pour reconfigurer l'Enterprise pour qu'il ne soit pilotable que par peu de personnes. Là, c'est vraiment peu de personnes, quoi. C'est Scotty, Kirk, McCoy, Chekhov et Sulu, donc 5 personnes. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Il y avait une petite scène au début d'intro avec Scotty où il dévoile son secret du fait qu'il allonge 3 fois le temps nécessaire pour faire le travail. C'est une blague qui revient souvent dans Star Trek, mais bon, notamment dans le Lower Deck. J'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup de sens que tout à coup ils puissent tout changer la manière de conduire le vaisseau à 5 personnes alors qu'ils sont je sais pas combien de centaines dans les Lower Decks justement et là tout à coup on n'a plus besoin de personne. L'USS Enterprise de Kirk, ils sont moins de 140 membres d'équipage en théorie, et c'est vrai que en plus ce qui m'avait fait marrer, c'est que sur les 3 derniers films t'as une grosse partie d'équipage, c'est de la sécurité. Là encore ils ont des casquettes rigolotes, c'est de la sécurité ou des mécaniciens.
Après, c'est marrant parce que c'est une vraie question un peu technologique qui est associée à Star Trek depuis toujours. Tu peux te poser la question exactement inverse. Quand tu vois la vitesse où vont les intelligences artificielles, les ordinateurs, etc., les voitures autonomes, etc., tu peux te demander, les avions aujourd'hui, je veux pas, mais un Airbus, ça se pilote quasiment tout seul aujourd'hui. Hein. Tu pourrais très bien imaginer dans moins de 5 ans un Airbus qui décollerait, volerait, atterrisserait sans avoir besoin de membres d'équipage, en fait, si tu veux. Du coup, en fait, nous, ce qui nous choque, c'est qu'ils arrivent à contrôler le vaisseau à 5 personnes. En vrai, ce qui devrait nous choquer quand tu te projettes dans l'avenir, c'est qu'est-ce que foutent 144 personnes dans un vaisseau dans l'espace dans l'avenir, en fait, si tu veux. Parce que, et c'est une vraie question, hein, parce que même quand tu vois Star Trek, tu te rends compte que ils arrivent, les membres de passerelle arrivent toujours à piloter le vaisseau, à tirer des missiles, à machiner, à biduler, à faire à peu près tout. Donc tu te demandes finalement, et tu sais, c'est une blague récurrente sur Miles O'Brien dans Star Trek The Next Generation, où tu sais, il y a même un comics qui existe là-dessus où tu te dis que c'est l'homme qui a le pire boulot de la Terre parce qu'en fait il est dans la salle de télétransportation et il attend que les mecs arrivent dans la salle de télétransportation pour appuyer 2 boutons pour les télétransporter sur la planète. Et ce qui est très drôle, c'est vrai que quand tu penses c'est très drôle. Et il y a un autre épisode que j'adore, c'est un de mes épisodes de Next Generation préférés qui s'appelle Remember Me, je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où au fur et à mesure les membres de l'équipage de l'Enterprise disparaissent et personne s'en rend compte, il y a que le Dr Crusher qui réalise ça, personne trouve ça, tout le monde trouve ça tout à fait normal jusqu'au moment où elle se retrouve à 2 sur la passerelle, il n'y a plus qu'elle et le capitaine Picard, et Picard il lui fait bah non c'est normal, enfin on s'en sort très bien d'habitude et tout, et finalement oui, enfin avec l'ordinateur de bord de l'Enterprise, après tout ouais, qu'est-ce qui empêcherait l'Enterprise de voler à 6 personnes? En fait on a déjà un élément de réponse par rapport à ça, ce qui fait que Scotty déjà il configure le vaisseau pour qu'il ne soit pilotable que par 5 personnes, mais que dès qu'il y a un accro, un imprévu comme par exemple un combat avec des Klingons, bah là par contre c'est la merde. Et en plus de ça, tu peux imaginer 140 personnes, si tu fais les 3-8, bah tu divises par 3, donc pendant que tu as un tiers de l'équipage qui bosse vraiment, bah les 2 autres tiers ils se reposent. Donc forcément tout de suite là on se dit bah oui effectivement les membres d'équipage là sont là pour pallier à tout problème, toute éventualité, réparer dès qu'il y a un pet de travers. Là ils sont que 5. Bah, quand il y aura le combat avec les Klingons, ils vont pas pouvoir faire grand-chose finalement. Dès qu'ils vont se faire avoir, ça sera mort quoi. Dans Star Trek Voyager, dans le double épisode L'année de l'enfer, il y a cette problématique effectivement où tu comprends pourquoi il y a besoin de membres d'équipage. Parce que pareil, le vaisseau, c'est une épave à la fin de l'épisode quoi. Vu qu'il est pas réparé pendant 1 an, c'est une épave quoi, vu qu'ils sont 3 à la fin. Moi je pense qu'il y a une équipe de nuit. Pour une série où il y a un vaisseau qui s'appelle Grissom, je pense qu'il y a à dire. Ouais, moi, ce qui m'a surtout perturbé, c'est qu'on voit l'Enterprise rentrer à la base, elle est dans un état pas possible. On ne sait pas combien de temps ils ont mis pour rentrer de Genesis. Et là, en 2 temps, 2 coups de boulon et un début de coude, il a réussi à transformer l'Enterprise, reprogrammer tout ça. Enfin, je vois. Autant ils ont pu rentrer sans problème parce que effectivement au début du film Kirk dit à Scotty vous avez retapé le malade avant qu'il entre à l'hôpital, c'est-à-dire que le vaisseau ok il est déglingué mais il est fonctionnel et donc du coup il est fonctionnel à l'aller, il est aussi fonctionnel au retour. Le problème c'est qu'effectivement ils sont affaiblis. Donc niveau matériel, ça se voit, le vaisseau il a pris cher quand même. Et puis bon, ils sont que 5. Ce qui fait que encore une fois, du coup, face à Grudge tout à l'heure, ils vont pas pouvoir faire le point en fait. Et Grudge, ils sont pas plus nombreux, hein. Je crois qu'ils sont 7 ou 8. Oui, ils sont pas plus nombreux, mais le vaisseau, il est fait pour, quoi. Et puis si, ils sont plus nombreux, ils sont plus du double, ils sont 12. Ouais, mais c'est comme pour le 4A, mais on en reparlera plus tard, quoi. Le problème, c'est la suite. Donc pendant ce temps-là, sur Genesis, on a Saavik et David qui trouvent un Spock enfant, et la planète, elle semble complètement partir en couille. On a les Klingons qui attaquent et qui détruisent le vaisseau Grissom, donc qui travaillait avec David et Saavik. Et là, on apprend que David a utilisé un composé mystère, un ingrédient secret pour la fabrication de Genesis qui est la protomatière, et ça visiblement fallait surtout pas le faire, et ce qui explique que finalement la planète elle s'est formée très vite mais elle meurt aussi très vite. Donc là par contre j'ai aussi une question pour vous. On a Spock qui devient un jeune adulte et qui doit faire donc son pont de phare. Donc c'est tous les 7 ans, les Vulcains ils doivent ken, sinon ça va pas, ils meurent.
Et donc du coup ma question c'est est-ce que Saavik est-ce qu'elle l'aurait soulagé durant la nuit hors champ, parce que du coup c'est cette référence là elle est quand même bien appuyée, et puis Saavik semble passer la nuit avec Spock. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Elle lui fait le truc du doigt là. T'avais quel âge quand t'as vu Star Trek? Moi j'avais 11 ans. Ouais, c'est ça, c'est l'âge où tu commences à te poser un peu ces questions de Ponfar. J'avoue que moi, je m'étais pas du tout posé la question jusqu'à Non, ce c'est soir. clair. Pareil. Moi non plus. Hein. On n'a pas tous l'esprit mal placé, hein, à écrire des fanfics bizarres. Mais non, on nous explique le Ponfar c'est super important, que tous les 7 ans les Vulcains ils doivent ken sinon ils meurent. Ok. Du coup, pour moi, il s'est passé quelque chose, quoi. Alors, je savais pas qu'il devait faire Ken pour le Ponfar, mais la gestuelle, je restais devant l'écran, j'ai fait mais quoi? Peut-être que c'est ça qui est né pour des Vulcains, c'est juste se toucher les deux doigts. Hein. Enfin, c'est assez explicite en tout cas dans cette manière de. En tout cas, elle l'a soulagé, au moins elle l'a massé. Oui, voilà, mais qu'est-ce que c'est drôle d'euphémisme. Mais c'est comme pour le 4A en fait. Quand tu vois après ce qu'ils en font dans Voyager du Ponfar, tu peux te dire si t'as découvert la série avant, tu te poses pas la question. C'est vrai. Ouais, mais bon, à l'époque, j'avais pas vu Voyager, hein, donc. Et c'est pareil dans Enterprise, bref. À l'époque, Star Trek, c'était bien encore, c'était avant Voyager. Et voilà, je veux dire... Est-ce que quelqu'un peut résumer le Ponfar pour Marie-Paul et pour les auditeurs? C'est les chaleurs, quoi. C'est les chaleurs. C'est des chaleurs super intenses qui fait que si tu les soulages pas, tu peux en effet en mourir et en tout cas devenir complètement taré. Et tuer ton pote. Et Spock, en l'occurrence, dans la série classique, avait quasiment assassiné, pour pouvoir soulager son Ponfar, avait quasiment il faut qu'il verse le sang. avoir assassiné Kirk, en fait. Ouais, il faut qu'il verse le sang et il y a une histoire aussi. C'est soit il doit ken, soit il doit tuer quelqu'un. C'est le truc un peu fou, quoi. Voilà, il perd sa logique, il perd toute mesure. Et c'est que les hommes, hein. C'est que les hommes qui ont ce problème. Et donc c'est le premier épisode de la saison 2, donc Amok Time. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur Netflix. C'est parfois que c'est pas les femmes qui sont démontrées hystériques parce qu'elles ont leurs règles. Alors après, la condition de la femme chez les Vulcains est pas terrible non plus. Hein. Elle choisit pas vraiment avec qui elle s'accouple. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est bizarre chez les Vulcains quand même. Ouais, c'était les années 60. Ah dans Enterprise, ils ont continué, hein. Les années 60, on s'en fout. Non, mais franchement, enfin, bien sûr, Spock a le choix, non? Il peut ken ou il peut tuer quelqu'un, il choisit forcément de tuer quelqu'un. En fait, ouais, pour pas si tu n'as pas vu la série classique, c'est un stratagème qui est utilisé par l'équipage de l'Enterprise. De faire croire à Spock qu'ils ont tué Kirk pour qu'il se calme. Parce qu'en plus, il est obligé de combattre parce que la dame à laquelle il était promis ne veut pas d'un sang mêlé. Ils ont les mariages forcés en plus. Et oui, voilà, ils sont en fait promis, comme les Indiens, à la naissance à quelqu'un d'une autre famille pour le lignage, quoi. Voilà, pour faire des belles bêtes de compétition. Du coup, tu comprends pourquoi Spock il est forcément tiraillé entre sa moitié vulcaine et sa moitié humaine. C'est clair que du coup, ça explique quand même beaucoup de choses. Il aurait pu virer Emo. Un de mes épisodes préférés, c'est All My Yesterdays, dans lequel Spock remonte à une époque où les Vulcains avaient... Et c'est un de mes épisodes préférés, que j'adore. Je veux pas te spoiler de Marie-Paul si tu l'as pas vu. Et peut-être que tu le verras un jour. Mais Spock tombe amoureux et moi, c'est un épisode que j'aime bien. Je recommande. C'est pas All My Yesterdays, c'est All Our Yesterdays. Oui, c'est dans une sorte de planète ferme. Ouais, où en fait, qui va être détruite. Ça, c'est un beau concept de SF, franchement. La planète va être détruite et il tombe sur un bibliothèque. Il se téléporte dans une bibliothèque. Et en fait, il y a un bibliothécaire et voilà. Et donc, je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Et il y a des espèces de disquettes, de disquettes de l'époque, hein, parce qu'à l'époque, bien sûr, il y avait pas les ordinateurs, c'était pas nos petits laptops, c'était des trucs qui prenaient tout le mur et voilà, il y a quand on met une disquette dans un système, j'appelle ça disquette, hein, c'est pour dire, et il y a une histoire de voyage à d'autres époques. Mais c'est un bel épisode et avec un beau concept de SF. Donc on a les Klingons qui ont capturé le trio sur Genesis. Et ça tombe bien, on a l'Enterprise qui arrive enfin, et avec donc cette première bataille spatiale avec les Klingons. Donc les Klingons sont touchés, mais l'Enterprise aussi, donc match nul, balle au centre. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, les deux sont touchés et sont quasiment immobilisés, quoi. Et Kirk fait le gars sûr de lui et qui demande la reddition des Klingons, sauf que le bluff de Kirk ne va pas du tout marcher. Et du coup, les Klingons, ils vont affirmer qu'ils veulent Genesis, qui demandent la reddition de Kirk et qui en plus, il les informe qu'ils ont des otages, qui sont donc le corps de Spock, Saavik et David.
Et malheureusement, donc on a David, le fils de Kirk, qui va y passer et qui va donc du coup terrasser Kirk. Et là, moi, je trouve que le jeu de William Shatner, il est un petit peu limite dans cette scène. Ah bah, moi j'adore. Alors moi j'adore cette scène. J'adore cette scène. Bon là tu comprends en effet que tu te demandais pourquoi ils avaient ramené ce personnage insignifiant du fils depuis le début qui servait à rien. Bon bah maintenant tu sais, hein, c'était pour mourir en fait, donc pour augmenter un peu l'enjeu pour Kirk. Par contre, je trouve que la réaction de Shatner dans cette scène, qui est une réaction de perte de moyens en fait, c'est pas, il essaye même pas de le jouer, il le joue comme s'il faisait un malaise en fait, quasiment un malaise vagal, avec même une tête un peu d'abruti comme tu fais quand t'as un malaise vagal. Alors oui, ça fait une scène un peu bizarre, c'est pas shakespearien, c'est pas, il prend pas comment et tout, il le joue comme un malaise, mais moi j'ai toujours beaucoup cru à cette scène et je trouve que c'est une scène extrêmement réussie à ce niveau-là. C'est bizarre, moi c'est tout l'inverse. Je serais peut-être un peu seul, hein, mais... Salaud de Klingoné, tu as tué mon fils. Espèce de salaud, tu as tué mon fils. Je te hais, monstre. J'ai encore 2 prisonniers, amiral. Voulez-vous également que je les tue? J'ai jamais adhéré à cette scène, j'ai toujours trouvé un peu ridicule. Et je pense que Shatner n'est pas le seul en cause. Et encore une fois, je pense que c'est la direction d'acteur et le positionnement de la caméra et le montage qui fait que peut-être ça ne fonctionne pas. Moi, elle m'a gênée, non pas par le jeu de Shatner, qui est en fait une réaction qui peut tout à fait arriver. Et tu peux faire, t'apprends j'ai eu par le passé fait un malaise vagal en ayant appris une nouvelle assez dure, donc je me retrouve dans ce truc-là, sauf que en fait le fils il l'a connu 5 minutes dans le film d'avant, il l'a vu 3 secondes et tout à coup il en a un peu rien à faire et tout à coup il se découvre une paternité, mon Dieu, c'est le mec il l'a vu 5 minutes et il fait un malaise vagal, alors que oui d'accord c'est son fils, mais j'ai pas l'impression que ça l'a importé plus que ça d'avoir un fils au final. Je suis d'accord à 2000% avec toi. C'est exactement ça le problème de cette scène, mais de cette séquence, c'est que, enfin de cette utilisation du fils, c'est que je trouve pas que c'est un problème de jeu, je trouve que c'est un problème de voilà, le fils il le connaît depuis 52 minutes à peu près. Même en tant que spectateur, t'as pas créé d'attachement. Et du coup, ça arrive si tu veux. En plus, c'est cruel parce que dans Star Trek 2, t'avais la perte de Spock que là tu ressentais vraiment dans ton cœur en fait. Tandis que là, tu prends la perte de Marcus, du docteur Marcus, dont j'oublie le prénom. Tu t'en fous en tant que spectateur et tu comprends même pas trop en effet pourquoi Kirk d'un seul coup est pris d'amour pour ce fils qu'il n'avait quasiment jamais connu en fait. Donc il est là le problème, c'est un problème en effet d'écriture. Pour la mise en scène, je sais pas qui a parlé de la mise en scène, effectivement c'est une plongée qui est faite sur Kirk qui descend, tu vois, de son siège, qui tombe de son siège et qui devrait avoir l'air pathétique parce qu'on a les contre-champs après des autres membres d'équipage, mais qui c'est FC malsain quoi, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait, on l'aide pas, et en fait normalement t'aurais dû avoir un mouvement de caméra, c'est ça qui manque, c'est ce mouvement de caméra en avant vers Kirk qui te met dans l'introspection de sa peine, même s'il cabotine quoi, et tu l'as pas ça, et derrière t'as Malaise TV en face. Et tu sens que les acteurs, on leur a dit bah vous jouez la peine, mais ils jouent le malaise quoi. Genre, d'habitude, il fait pas ça. Allez les chercher une dame et mettez-lui de l'huile sur le torse. Mais bon, voilà. En fait, Nimoy a dit à Shatner, fais ce que tu veux. Et il a improvisé. Et j'imagine que du coup, il a dû rester pantois devant la réaction de Shatner et il a même pas pensé à avancer sa caméra, quoi. Franchement, pendant un millième de seconde, j'ai vu Hooker. Ah oui. Je vous promets, j'ai vu Hooker. Oui, non mais pareil. Donc on a Kirk qui décide d'aller sur la planète en téléportation en faisant semblant de se rendre au Klingon, et qui lance donc la séquence d'autodestruction de l'Enterprise, donc pour piéger, pour buter au moins la moitié de l'équipage Klingon, et c'est la première fois qu'on a un Enterprise qui est détruit. En belle étoile filante qui va s'écraser au firmament. Jolie scène, hein, on se moque, mais c'est une jolie scène. Et puis c'est une scène qui avait de l'impact. Je pense par rapport à notre ami J.J. Abrams qui s'amusait à détruire l'Enterprise je crois qu'il le détruit dans chaque film à peu près. Mais sauf que là, au même titre que Spock dans Star Trek 2,
c'était l'Enterprise. Bon, même s'il avait été rétrofité, machin, c'était quand même officiellement le même Enterprise que celui que tu connaissais depuis les années 60 et depuis la série classique. Et voilà, moi j'ai toujours dit que l'Enterprise c'était le 6e, 7e, 8e membre d'équipage dans Star Trek. Et moi pour le coup, autant la mort de Marcus m'avait pas fait grand chose, la mort du fils de Kirk m'a fait quelque chose, mais la mort de Marcus on s'en foutait. Mais la destruction de l'Enterprise m'était ah ouais putain, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont faire et tout machin. Là aussi, un gros truc qui est totalement annihilé dès la fin du film, ce qui est incompréhensible pour moi. C'est-à-dire qu'une fois de plus, si c'est pour faire ça, à quoi ça servait en fait. Et puis tu as raison, dans le space opéra, le vaisseau en fait il a la particularité d'être un membre la plupart du temps dans tous les space opéras, et en fait il a une double fonction. C'est à la fois le lieu de l'action parce qu'il va se dérouler des choses dedans, la vie va évoluer, et c'est à la fois le moyen d'aller à l'action. Et en fait avec cette scène c'est clairement la fin d'une époque. Et c'est vrai que tout le film, la thématique du film c'est ça, c'est Genesis, la vie, la mort, le renouveau. Et eux, c'est les anciens qui doivent passer la main, qui doivent arrêter. On leur fait comprendre plusieurs fois dans le film. Il y avait la blague avec le jeune et Uhura. Il y a plusieurs fois ça. Le gars là qui traite de Minus, un ancien vétéran. Il y a ce côté nouvelle génération, ancienne génération, quoi. Et cette scène, elle exprime totalement ça. Il y a juste un truc avant qui gâche un peu tout ça. C'est que les Klingons parlent en anglais, d'accord ? Ils arrivent sur la passerelle, ils entendent le décompte et ils appellent Grudge en leur disant « il y a un ordinateur qui parle ». Et Grudge dit « Mais qu'est-ce qu'il dit l'ordinateur ? Mettez-moi sur écoute ». Et Grudge comprend qu'il y a un décompte. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là dans cette scène ? Si, c'était idiot. Ouais. Si, mais au point où on en était, je crois, dans ce film. Ouais, pour moi, les Klingons, ils ont jamais parlé anglais. En fait, c'est simplement dans la version spectateur VO, ils parlent anglais. Dans la version anglaise, en VO, ils parlent anglais 2-3 fois. Dès le début, ils parlent en anglais. Selon les personnages Klingons, en fait, ils parlent pas toujours anglais avec ses collègues. Ou ses sous-fifres, je sais pas qu'est-ce que c'est parler. Bon, mais effectivement, ils parlent à la fois Klingon et anglais. Du coup, je me suis dit, Oui. Mais moi, je pense qu'il parle au début en Klingon pour te faire comprendre qu'il parle Klingon, et en fait, après, quand il parle anglais, en vrai, dans l'histoire, il parle Klingon, mais simplement, il parle anglais pour le spectateur, parce que j'imagine qu'ils se sont dit, oh là là, on va pas leur faire des scènes de 5 minutes où il parle Klingon complètement tout le temps. Et en fait, non, dans la VF, en plus, ce qui est horrible, c'est que quand ils parlent Klingon dans la VO, dans la VF, ils leur font parler un français horrible. Tu vois, un français arraché. Tu vois, genre, ils ont trop du mal à parler. Ouais, c'est ce qui leur donne un air complètement ahuri, quoi. Voilà, et bon, après il y a cette scène-là. Je sais pas si vous vous rappelez du film À la poursuite d'Octobre Rouge, en fait. Je Bien pense qu'ils avaient voulu faire un peu pareil, c'est-à-dire qu'en effet, ils parlent Klingon, sauf que c'est, une fois de plus, d'un point de vue réalisation, c'est très bien amené dans Octobre Rouge. Tu comprends tout de suite que voilà, c'est des Russes qui se mettent à parler anglais, mais qui se mettent pas à parler anglais, qui continuent de parler russe, mais c'est destiné à toi en tant que spectateur. Tandis que là, en effet, t'as une espèce de tchatchouka de je passe de l'anglais au Klingon, du Klingon à l'anglais, et du coup, tu comprends pas le raisonnement. Mais moi, j'ai toujours compris comme Guigui, j'ai toujours compris que ces Klingons, ils ne parlaient que Klingon, et que c'était comme ça, quoi. D'ailleurs, pour revenir sur la destruction de l'Enterprise, en fait, c'était une idée de Harvey Bennett, donc le producteur qui a écrit aussi le scénario avec Leonard Nimoy, où en fait, il a rajouté cette scène dans laquelle l'Enterprise est détruite pour que ce soit une surprise. Parce que ça l'avait un peu gavé que la mort de Spock avait fuité pour le film précédent et s'était dit il faut quand même avoir une petite surprise quand même qui reste secrète. Sauf qu'elle n'est pas restée secrète car l'info a quand même fuité et on soupçonne même que ce soit Gene Roddenberry qui aurait lâché l'info parce qu'il était aussi contre cette idée. Mais en soi, moi je trouve que c'était une bonne idée de détruire l'Enterprise. Blood for Blood, je récupère Spock mais je perds l'Enterprise. Et je choisis l'humanité à la machine. Bon, il y a quelque chose de symbolique. Donc, moi, en plus, elle fonctionne bien la scène, même avec les Klingons. Le piège que leur tend Kirk et tout, je le trouve réussi. Le problème, c'est que tu sais pas pourquoi ils veulent te faire une espèce de happy ending à la fin où ils te présentent directement le nouvel Enterprise. Comme s'il avait été construit en... ça a été un peu en avant. Dans la dernière scène. Là, il passe un film sans Enterprise après. Et la scène est sublimée aussi par la petite phrase de McCoy qui lui dit vous avez encore réussi une fois à transformer la mort en une chance de vie, quoi. Mais oui, bien sûr, pardon, excuse-moi. Tu vois, c'est ce salopard de J.J. Abrams qui m'a mis le doute, parce que c'est dans le film de J.J. Abrams qu'à la fin du film, ils arrivent et l'Enterprise est déjà reconstruit. En fait, c'est dans Star Trek Beyond de Justin Lin. C'est ça, pardon. Mais oui, bien sûr, oui. Excuse-moi, oui, non, au contraire, oui, t'as raison, puisqu'ils sont dans le vaisseau Klingon dans le film d'après et tout. Donc, mea culpa, non, c'est très réussi, cette scène, voilà, sans faute. Je me souviens juste de cette scène quand j'étais petite, que j'ai vu la destruction du vaisseau, et de les voir comme ça, de voir leur visage,
Moi, ça m'avait vraiment émue et je me suis dit, mais mince, ils sont piégés sur la planète. Enfin, il y a vraiment un sentiment que ça y est, quoi. Enfin, Ah oui, là, c'est un peu qui tout double. Hein. C'était très, très risqué comme truc. Hein. Ouais, exact. Hein. La scène était efficace. Et c'est la première vraiment dans le film où je me dis... Parce que là, ils sont ultra en danger. Ils sont sur une planète qui est en train de se détruire. Soit ils y arrivent, soit ils meurent. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc là, on a Kirk qui retrouve donc Spock et Saavik et qui s'occupe du dernier. Je crois qu'il reste un Klingon, il en reste 2. Bon, voilà, il s'en occupe. Tac. Genesis est vraiment là au bord de l'explosion ou de l'implosion, enfin peu importe quoi. Et donc on a Kirk finalement Kirk réussit à la tirer en lui disant. Alors, et c'est toujours un peu la même tactique, hein, Kirk. Hein, c'est comme dans le premier film ou dans le deuxième. Je te fais croire que j'ai les informations que tu veux, donc viens. Et puis en fait, non. Ils sont vraiment un peu idiots, les méchants, quand même. Bah ouais, ils sont toujours à voir. Je suis méchant. On est dans les années 80. Et donc là, on a la bagarre. et c'est quand même moment de malaise. Ah oui, ça rappelait un peu la bagarre comme tu pouvais avoir dans la série dans les années 60. Heureusement, c'est le seul moment de bagarre gênant de la saga ciné. Mais c'est vrai qu'il est gênant, je trouve. Et vous voulez savoir un truc encore plus rigolo ? Cette année, William Shatner a été introduit au Hall of Fame de la WWE. Et là, je le vois courir dans Hooker, excusez-moi. Et voilà. Pour ses bagarres notamment, et parce qu'il a toujours aimé ça, faire mal la bagarre. Excuse-moi, parce que il s'avère que je suis fan de catch à mes heures perdues, ce que je dis à personne. Mais il a participé à des événements de la WWF. Bah oui, plusieurs fois. Je m'en rappelle même plus. Il a même fait un tout petit arc avec les sœurs Bella pendant un temps. Ah, d'accord, ok. Mais bref, c'était notre moment Beaufry, pardon. Non, c'est pas beau, c'est cool le catch, mais cette bagarre, elle est vraiment naze quand même. Hein. C'est une catastrophe. Puis quand vous regardez l'original series, vous ferez gaffe le nombre de fois où ils font un champ contre champ pour qu'on s'aperçoive pas trop que c'est jamais lui qui fait les bagarres. Oui, mais là ça se voit aussi un peu hein, quand même. Ouais. Puis il est plutôt jeune. Si, attends. Si, ça se voit, parce qu'à un moment, il fait un espèce de salto. Je me dis, hein. Ça fait 2 heures qu'ils se battent, ils arrivent même pas à se mettre une baffe, et là, il te fait un salto de gymnaste. Après, on va se dire aussi que là, les deux acteurs sont quand même. Ils doivent déjà avoir plus de 40 ans pour. Même 50 ans. Hein, la cinquantaine, oui. Ouais. Ils sont plutôt jeunes. Quand tu vois DeForest Kelly. Ouais, enfin, je sais pas. Il y a certains acteurs de leurs âges qui se battent. Enfin, bon, bref. C'est mal chorégraphié. Voilà. On en revient au problème de mise en scène. Hein. C'est savoir filmer, c'est une chose, mais encore savoir filmer une bagarre et une chorégraphie, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Mais d'un côté, je trouve que c'est pas trahir Star Trek. Tu vois, cette bagarre dans du carton-pâte, c'est assumé que c'est Star Trek. Oui, on retrouve un peu ce côté kitsch, un peu débile, un peu saucisse de la série classique. C'est clair que du coup, on l'accepte. Mais il faut dire quand même que franchement, moi, je m'en serais quand même bien passé, j'avoue, parce que le piège de Kirk, quand il détruit l'Enterprise avec les Klingons dedans, moi, je trouve ça cool. Mais le reste, il faut qu'il y ait un méchant final, il faut qu'il y ait une bagarre dans un monde en feu. Ouais, c'est un peu too much, quoi. Et puis, on va remettre ça aussi avec les yeux de l'époque. Enfin, nous, on n'a pas connu ce film à sa sortie. Enfin, on a tous moins de 40 ans ici, je pense. À l'époque, il y a... Ouais. Plus ou moins. J'ai 35, voilà, j'assume. Je suis né en 85. Je me dis qu'à l'époque, mon père qui a dû voir le film au cinéma, à côté, il avait dû voir aussi Commando à la même époque à peu près. Tu vois, dès que ça commence à être les films des gros bras. Non, mais c'est avec Schwarzy, Commando, non ? Ouais, voilà, ouais. Il commence à voir McTiernan qui commence à truster le haut de Hollywood avec ses films de bolos, là. Tu dis, ça passe pas à l'époque. Autant, tu vois, Star Wars s'est jamais engagé pour les 3 premiers films à des grosses scènes de bagarre. Même Indiana Jones. Ils se battent avec des bâtons. Bah ouais, mais quand tu regardes après La Menace Fantôme, où c'est le Cirque du Soleil tous les 2 mètres, quoi, tu te dis, voilà, c'est un peu différent. Mais bref, je pense qu'à l'époque, ce film a dû quand même souffrir un petit peu de ça, auprès des gens qui se disent, attends, là, on vient de voir un film avec Mel Gibson, ou avec Stallone, ou avec Schwarzy, et là, ils savent pas nous faire une bagarre. Je pense que tu as raison, et quand on parle de Star Trek en France et de l'échec réel de Star Trek en France, je pense aussi que ça a quand même... On en a un petit peu parlé quand on a parlé de Star Trek 2 et de Star Trek 1, mais je pense que c'est indéniablement joué, c'est-à-dire que Star Trek au cinéma, c'est un peu un truc c'est des vieux acteurs quand même, si tu veux, et c'est quelque chose que tu ne vois pas si tu les aimes avec tendresse, c'est-à-dire que si c'est des gens que tu suis depuis longtemps, que tu les as vus jeunes, plus vieux et très vieux, c'est quelque chose que tu supportes. Mais moi, je comprends très bien que quelqu'un qui verrait ça pour la première fois et qui tombe sur cette bagarre entre Shatner au bord de l'obésité ou peut-être déjà obèse et vieux, et Christopher Lloyd, qui ne devait pas être si vieux que ça, mais qui était clairement pas The Rock.
pour faire une référence de catch, je comprends qu'en effet, ça a contribué à l'image kitschoun de Star Trek en France. Moi, ça m'a jamais gêné, mais indéniablement, je peux comprendre que ça gêne, en fait. Alors que tu vois, la prise du vaisseau, enfin, on continue après, enfin, la prise du vaisseau, elle est maligne. Tu vois, ils sont vieux, ils vont pas se battre contre le Klingon, et en plus, le Klingon, il est tout seul. Donc, ils disent pour faire mourir, achevez-moi, quoi, tu vois. Peu importe leur âge, en fait. C'est-à-dire si une situation est bien écrite, elle marche. Et peu importe la situation, une bagarre, une scène dans un bar et tout, si c'est bien écrit, ça marche et on adhère, quel que soit l'âge ou la situation ou le personnage. C'est juste que là, avec enfant, je pense que oui, j'adhérais parce que je les adore depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, ce sont des personnes qui sont chères à mon cœur. Mais là, en fait, avec mes yeux d'adulte et de plus de quarantenaire, parce que moi, contrairement à certains jeunes de ce podcast, j'ai plus de 40 ans. Bah voilà, en fait. Largement. Et puis bon, voilà, mon bâton de vieillesse gay. Donc forcément, je me reconnais dans ces personnages vieillissants. Mais là, c'est juste que c'est mal chorégraphié. Ça aurait été bien amené, bien joué, j'aurais adhéré sans problème. Donc la direction Vulcain, c'est la fin du film. Donc ils vont pouvoir réaliser un truc dont Cyril Michael parlait tout à l'heure, c'est la fusion du corps et de l'esprit des Vulcains, donc une cérémonie qui s'appelle le Falterpan. Donc ils vont fusionner le corps de Spock avec son esprit qui est en McCoy, donc c'est magique. Et en plus de ça, ils disent que c'est quelque chose qui n'a pas été tenté depuis des temps de légende, donc ça veut dire que ça a déjà eu lieu au moins une fois. Et là, ils vont le retenter, mais on ne sait pas trop comment ça passe. Et juste, pour revenir sur ton point très juste de trou scénaristique, alors je n'ai pas revu le film très récemment, donc arrêtez-moi si je me trompe, mais quand finalement Kirk ramène Spock vivant à Sarek, donc son père, il n'est pas très surpris, dans mon souvenir, de voir son fils vivant. Oui, tout à fait. Donc c'est étrange. Il n'est pas très surpris, donc c'est là où quand même ce trou scénaristique se perpétue. Tu te demandes quand même s'il n'y a pas eu des trucs qui ont été réécrits ou réinversés dans les ordres des scènes, etc., etc. Parce que quand même, en effet, ce trou scénaristique où Sarek leur envoie chercher un mort et finalement il leur ramène un vivant, on ne sait pas pourquoi, et finalement il leur ramène un vivant et il fait ah ouais ok, coolos, génial. C'est problématique quand même. Et donc du coup, quand même, j'en profite pour faire un point Discovery. C'est-à-dire que ici on passe à côté d'un sujet de SF, voire de fantastique, au profit donc de l'action des personnages. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher souvent à Discovery, on l'a souvent dit. Souvent dans les épisodes, ils développent, enfin ils amorcent des points de science-fiction, des intrigues qui pourraient être intéressantes et qui pourraient être développées, qui pourraient être passionnantes, et qui finalement, c'est juste là, pour dire c'est du Star Trek. Mais par contre, on va passer du temps d'antenne sur les personnages, sur Michael Burnham, sur l'action. Sur les effets spéciaux, etc. Du coup, ma conclusion, c'est que finalement, Discovery, c'est écrit un peu comme un film Star Trek, où effectivement, là, on a une intrigue de SF ou de fantastique qui pourrait servir, c'est-à-dire comment ça fonctionne, cette histoire de refusion des esprits. Parce que quand on y réfléchit, ce qu'a fait Spock, est-ce que c'est pas un peu comme ce qu'a fait Data dans Nemesis et dans la série Picard, c'est-à-dire il fait une sauvegarde de lui-même dans la tête de McCoy, mais est-ce que du coup le 4A de Spock qui est en McCoy, est-ce que c'est vraiment Spock, puisque Spock est quand même mort? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de questions qui se posent. Oui, mais là tu es même dans le spiritualisme, puisque l'âme, tout ça, mais un Vulcain a-t-il une âme vu qu'il n'est que logique? Encore une fois, les gens qui vont découvrir les séries avant les films, c'est vachement... Il y a l'épisode Unification, où on retrouve le même acteur qui joue le père de Spock, qui décède, voilà, et il fait une copie de son esprit dans l'âme de Picard. Et Picard qui sert en fait de disquette zip avant l'heure, qui va amener l'esprit du père à Spock. Et Spock va garder le 4A de son père à lui, et en fait on nous explique que c'est comme ça aussi que se perpétuent les échanges, la mémoire chez les Vulcains. Quand le père va mourir, il transmet sa mémoire, ses expériences passées à son fils par cette fusion mentale, quoi. Mais du coup, on est d'accord que c'est la mémoire de Spock qui est remise dans son corps régénéré. Corps de vieux. Mais du coup, c'est comme une sorte de... corps de vieux. Régénéré, mais vieux quand même, oui. Mais du coup, c'est comme une sorte de clone, quelque part. C'est une clone. Ouais, non, mais c'est. Mais oui, c'est un clone. Ouais, après, ils sont plus à ça près, quoi. Mais... C'est une sorte de clone spirituel dans le corps originel.
C'est un reboot. Moi, je dirais plutôt c'est un reboot. Est-ce que c'est le corps originel ? Bah oui, parce que c'est le corps qui est issu du C'est le corps cadavre. ça vient du cadavre. Le cadavre a été régénéré par la planète Genesis. Voilà, c'est plutôt un reboot qu'un clone, quoi. Mais Et Spock est quand même mort. Enfin, je veux dire, tu vois, oui, ça mais pose c'est comme beaucoup à de chaque fois que tu te questions qui téléportes, t'es mort, quoi. Non, ça, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais du coup, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que ça pose beaucoup de questions et en fait, on s'en fout complètement de ce pan de l'histoire. Et c'est ce que je te dis. Après, dans les autres séries, malheureusement, c'est un peu balayé et ce qui enlève un peu tout le charme un peu mystique que pouvaient avoir les Vulcains, ce qui nous avait été vendu d'ailleurs dans l'original series. De ce côté un peu tradition malgré la logique pure et dure. Et tu vois, ils essayent un peu de broder aussi là-dessus dans Enterprise. Mais malheureusement, avec Tuvok, avec dans Voyager et Spock dans la nouvelle génération, tout ça s'est balayé. Du coup, moi, je découvre en fait avec ce film tout ce côté mystique qu'ont les Vulcains, en fait, que j'avais pas forcément. Parce qu'en fait, pour resituer, moi, j'ai vu quelques épisodes quand j'étais petite de la vieille série, autant dire que j'en ai pas de souvenir. Mais j'ai vu les nouveaux films de Abrams, Discovery, Picard et Lower Decks, et les films que je regarde au fur et à mesure pour ces podcasts. Donc, au final, les Vulcains, pour moi, c'est surtout des êtres faits de logique, quoi. Ouais, et puis, on passe à côté. Bon, non, mais on passe carrément à côté. Et en plus, faut avouer aussi que Star Trek, c'est écrit dans une époque où tu as un peu le renouveau du chamanisme, le renouveau des druides, du druidisme qui revient à la mode dans les États-Unis dans les années 70. Donc, c'est un peu ça, les Vulcains. C'est-à-dire que c'est la logique pure, la maîtrise du corps. Et puis, quand il est sur Vulcain, c'est un peu la tradition. Tuvok dans Voyager, ça parle beaucoup de ça. Tuvok, il fait beaucoup de méditation. Ça ressemble beaucoup à l'hindouisme, ce qu'il fait Tuvok. Pareil, dans Enterprise, T'Pol, elle va initier un des personnages là-dedans. Mais encore une fois, tu vois, t'as un mysticisme qui est très lié aux années 80, à tout ça, cette envie d'ésotérisme, qui est malheureusement balayé après avec l'arrivée des années 90-2000 par plutôt quelque chose de traditionnaliste. Et c'est dommage. Ça aurait pu, effectivement, en plus, on aurait pu se poser des questions, parce qu'à la fin, le Spock, là, il semble pas être lui-même. Il semble amnésique, il oublie un peu les choses. Il semble, voilà, à peine se rappeler qui est Kirk, à peine se rappeler qui est McCoy. Parce qu'il a été troublé par les jeunes filles en fleurs, les apprenties prêtresses. Ça m'a fait bondir. La tenue des apprenties prêtresses, alors que tout le monde est dans un carcan, ils n'arrivent pas à bouger dans leurs vêtements, et elles sont à moitié nues sous des machins transparents. Mais déjà dans l'original series, les femmes vulcaines, elle est un peu lascive. Hein. Ce n'est qu'un trophée sexuel. Ah, je suis pas trop. Je sais pas, j'aurais pas pensé ça. Mais... Non. La femme vulcaine a un trophée sexuel. Mais, ouais, dans l'épisode qu'on parlait tout à l'heure à Mock Time. Ouais, c'est ça. Mais après, peut-être qu'ils ont redéfini le concept de la femme vulcaine, parce qu'après, je suis complètement passée à côté de ça. En fait, c'est presque c'est une des seuls running gags un peu malaisants de Star Trek là-dessus sur les femmes vulcaines. D'accord. Déjà, T'Pol, quand on la voit, elle est hyper sexualisée au possible. Ensuite, ça c'est une blague de Quark dans DS9. Son programme érotique qui vend le plus, c'est Esclave des pulsions vulcaines. Et pareil, quand on revoit une autre femme vulcaine sur DS9, arrive à un moment, elle se dit qu'elle est ouverte. Enfin, elle laisse comprendre à Quark qu'elle est ouverte à tenter de nouvelles expériences. Malheureusement, la femme vulcaine dans Star Trek est très maltraitée, voilà. Alors, écoute, je suis complètement passée à côté de ça. Il va falloir que je me refasse des épisodes avec des femmes vulcaines, parce que là, je suis passée à côté. Bon, Ouais. Et puis la scène d'introduction aussi est rigolote, c'est-à-dire quand il se pose avec le vaisseau et que la rampe s'ouvre, tu as donc, pour l'effet spécial, tu as au premier plan, mais en plus petit, pour bien faire voir que le vaisseau est grand, plein de Vulcains qui s'amassent pour regarder ce qui se passe, d'accord ? Et ce qui est très rigolo en plus, c'est que tu as un des figurants qui en bouscule une autre, et l'autre elle se retourne pour voir la figurante qui l'a bousculée, c'est limite si elle va pas lui en mettre une, tu vois. Et je me dis, les Vulcains, alors là, ils sont tellement beaux, ces Vulcains. En tout cas, nous, on va directement à la conclusion. Donc, évidemment, alors par contre, il y a juste un truc qui est intéressant, c'est qu'ici, là, on a clairement à suivre. L'aventure va continuer. Donc, si Star Trek 2, ils s'étaient laissé une porte ouverte, mais en même temps, ils n'étaient pas sûrs forcément de donner suite. Là, avec Star Trek 3, c'est sûr et certain, il y aura un Star Trek 4 et qui sera la suite directe de ce Star Trek 3.
Et ça, donc, on va en parler la semaine prochaine. Du coup, en attendant, je voudrais avoir votre conclusion. Donc, ce que vous pensez du film maintenant. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à un téléfilm et pas à un film de cinéma. Pendant tout le film, j'ai pensé que c'était trop cheap et que pour moi, Star Trek, c'était pas ça. Alors, j'adore. Ce n'est pas la faute des personnages, ce n'est pas la faute de l'âge des acteurs. Moi, je les adore. Et il y a d'autres films, par exemple, le prochain film et le 6e que j'adore. Donc, c'est pas un problème d'âge ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un gros problème d'écriture et de budget. Pour moi, c'est trop cheap et pourtant, il y avait un très très beau potentiel, un magnifique concept de SF. Mais il y a un gros problème d'écriture et de temporalité parce qu'une planète interdite après 3 jours, c'est pas possible. Donc voilà, dommage. Des mauvais films Star Trek, je trouve que c'est le plus supportable, et c'est le plus supportable parce qu'il s'inscrit dans cette trilogie que j'adore. Hein. Pour moi, c'est vraiment le cœur des films Star Trek. Et du coup, je vois bien les défauts, je les ai toujours vus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, ah ouais, c'est génial et tout, tu vois. C'est pas genre j'ai bien vu les faiblesses du film, j'ai bien vu les côtés de cheapos, et je suis assez d'accord avec Marina sur ce qu'elle dit. Mais le fait que ça s'inscrive dans cette partie sérielle des films Star Trek, moi, m'a plutôt convaincu, et c'est un film que je revois aujourd'hui avec plaisir. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du film dont on parlera dans 2 semaines, Star Trek 5, que j'arrive quasiment plus à regarder aujourd'hui, si tu veux. Et même Star Trek 1 sur certains points, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a dit de bien, c'est quand même toujours un petit effort de le revoir. Là où Star Trek 3, je le revois vraiment sans difficulté. Bah pareil, je rejoins tout le monde sur le fait que c'est 3 bons épisodes qui auraient pu être mis à la fin de la série classique et avant Génération. C'est vrai que je les vois pas spécialement comme des films. Ça vient du fait qu'on les a découverts peut-être à la télé aussi, pas au cinéma quand c'est sorti, et que du coup ça a pas ce côté gros film. Enfin, je veux dire, voilà, mais c'est 3 bons épisodes. Donc Star Trek 2, Star Trek 3, Star Trek 4. C'est vrai que pour moi, les 6 films Star Trek, c'est un peu la saison 4 de la série classique. Étant donné que je l'ai vu pour la première fois hier soir, après discussion, après tout ce qu'on s'est dit là pendant tout ce podcast, je revois un peu mon jugement où hier soir, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça, il y a une mauvaise réalisation, il y a des trous dans l'écriture, il y a des chorégraphies, tout ça. Mais ça s'est passé, en fait. Je veux dire, l'heure 45, je ne sais plus combien il dure exactement, est passée assez toute seule, même si, évidemment, je parlais devant le film en disant mais voilà, donc je m'indignais. Mais cela dit, effectivement, j'aurais aimé le voir sur grand écran. Plutôt qu'à sur ma télé, pour voir si ça donne un goût de, comme dit Marina, de téléfilm, ou si quand même malgré tout ils arrivent à s'en sortir et on arrive quand même à avoir un film et pas juste un film de série télé, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord en tout cas avec Romain, puis même avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que effectivement le film il a quand même beaucoup de défauts, mais il passe. Il passe parce que les personnages, on les aime, parce qu'il y a le background, parce que effectivement le film suivant, en plus, il sera bon, donc du coup, la pilule va passer beaucoup mieux avec le recul. Donc oui, même si le film a beaucoup de mauvaises qualités, enfin même si le film a beaucoup de défauts, il a quand même des qualités qui fait qu'il est rattrapable et que parmi toute la shitlist, la liste des films pourris de Star Trek, il serait en dernier, c'est-à-dire que de tous les mauvais films Star Trek, c'est le meilleur. Donc on peut lui pardonner, je pense, certaines choses si on est un petit peu bienveillant, on va dire, avec Leonard Nimoy qui s'est essayé à la réalisation, et surtout que on peut lui passer ça parce qu'effectivement le film d'après qu'il réalisera également et dont on parlera la semaine prochaine, il est quand même beaucoup plus réussi. J'ai hâte de le voir. Ouais. Et là, je pense qu'on va prendre beaucoup plus de plaisir à en parler. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver pas mal de bonus à ce podcast et que vous pourrez même nous laisser des commentaires sur le site internet du podcast. Sur l'adresse podcast.lecadranpop.fr, avec le cadran pop tout attaché, vous verrez, il y a des actualités sur Star Trek, des dessins, des vidéos et plein d'informations complémentaires à ce qu'on se dit dans le podcast. Et maintenant, on vous dit donc à la semaine prochaine pour Star Trek 4, Retour sur Terre. Longue vie et prospérité. Salut. Bye bye. À bientôt.